Merci d'être avec nous. L'heure est au durcissement ce soir de part et d'autre, côté américain et côté iranien. Côté américain, il est manifesté par l'arrivée des B-52 qui se poursuit, les rotations de B-52 qui arrivent en nombre au Qatar, alors que l'Iran durcit le ton. Téhéran affirme qu'aucune concession n'est acceptable, ni sur l'uranium, ni sur les missiles balistiques. Regardez les deux images qui illustrent ce moment. Les images des avions américains, en effet, puis cette affiche qui est montrée dans Téhéran, des cibles en Israël, et c'est une affiche qui est traduite en farsi, pas qui est en farsi, mais aussi traduite en hébreu et en anglais, où on voit, regardez, les cibles potentielles de l'armée iranienne sur Jérusalem et sur Tel Aviv. Vous êtes avec nous, Sophia Amara. Cette affiche-là, c'est l'annonce de la représaille iranienne potentielle. Oui, c'est dans le cadre d'une propagande bien huilée qui vise à faire peur les populations plus que les responsables des pays qui veulent s'en prendre à la République islamique. Et donc on a pu voir ainsi des cercueils frappés du drapeau de la bannière américaine. On a pu voir il y a quelques jours la base aux Émirats Arabes Unis où se trouvent des forces aériennes françaises. Et là, bien sûr, pour compléter cette politique, eh bien, on voit les territoires israéliens et palestiniens quadrillés et à portée de missiles des Iraniens. Votre regard aux uns et aux autres, cette image du B-52 qui incarne la puissance américaine, Gallagher-Fenwick. Mais je ne sais pas si ça incarne la puissance. Je pense que c'est plutôt une expression de faiblesse en réalité, parce que Donald Trump se retrouve dans une ornière. Et vous venez d'installer la conversation, c'est-à-dire que les Iraniens ont choisi de jouer le rapport de force. Alors fanfaronnade ou réalité, ce n'est pas si simple pour Donald Trump, parce que malgré évidemment des moyens, et ce B-52 l'illustre, militaires qui sont colossaux et très largement supérieurs à ceux des Iraniens, lorsqu'il se tourne vers ses conseillers militaires pour leur demander un chemin court vers quelque chose de décisif, eh bien ils n'ont pas de réponse à lui offrir. Et donc, il engage une sorte de négociation de bonne ou de mauvaise foi qui, pareillement, ne risque pas de donner quelque chose de véritablement décisif non plus. Oui, moi j'en suis pas certain, parce que quand vous négociez avec un B-52 dans la poche, quand même on vous écoute un peu davantage, quoi. Les Américains, si, parce que avec un porte-avions nucléaire, 5 destroyers, 2 frégates, j'arrête là le listing. Alors pourquoi est-ce qu'ils négocient ? Parce que ils négocient avec cet élément, à mon avis, mais je peux me tromper, avec cet argument de entre guillemets de second plan, consistant à dire il va falloir que vous vous montriez coopératif. Et je pense que si les Iraniens ne font rien, les Américains vont devoir agir, parce qu'ils ont déjà bombardé 3 sites nucléaires lors de la guerre des 12 jours en juin dernier, et on imagine mal Trump dire « Ah vous voulez rien faire, c'est pas grave, je ramène mon armada et puis on passe à autre chose ». Ça lui ressemblerait pas. Laurent Mandeville, vous êtes grand reporter, vous avez été en poste à Moscou, à Washington, vous connaissez aussi très bien le Proche-Orient. Est-ce que la logique de guerre est lancée ? Moi, j'ai l'impression que oui. Donc, j'aurais plus tendance à être d'accord avec Guillaume. C'est-à-dire que je pense que ce qui se passe ressemble en réalité assez à ce qui s'est passé pendant la guerre des 12 jours et ce qui s'est passé avant l'opération au Venezuela. Je pense que Trump a montré dès le premier mandat qu'il était capable d'utiliser la force. Souvenez-vous de la manière dont il a fait assassiner, exécuter donc Soleimani. Et donc, je pense qu'on a qu'en réalité, les Américains savaient d'une certaine manière que les Iraniens n'étaient pas du tout des négociateurs capables de compromis. J'ai lu toutes les déclarations qui ont été faites par les spécialistes américains du Moyen-Orient ces derniers jours et des gens proches de la Maison-Blanche. Ils disent tous, les Iraniens sont allergiques au compromis, ils sont tellement affaiblis, et je crois que c'est aussi une des raisons. C'est-à-dire que Trump, certes, a peur du syndrome irakien, mais d'un autre côté, il y a une espèce de lignée de début. On a commencé, en fait, ça fait 2 ans que cette affaire est en cours. Il y avait ce film, depuis le 7 octobre. Moi, j'ai un souvenir vague. L'affaiblissement de l'Iran, c'est... Avec James Dean, avec les voitures qui vont l'une vers l'autre. Pour l'instant, on en est là. C'est-à-dire que ni les Iraniens, ni les Américains ne cèdent. Au contraire, les Iraniens durcissent le ton ce soir. Ils disent aucune concession, ni sur le nucléaire, ni sur les missiles. Oui, et c'est la raison pour laquelle ces B-52 sont un argument uniquement politique. Parce qu'un B-52, ça fait pratiquement 10 000 kilomètres, ça vole à 10 000 kilomètres, et il le pose au Qatar, c'est-à-dire à 300 kilomètres de l'Iran. Ça veut dire qu'ils veulent qu'on les voit.
Donc ça n'a aucun sens sur le plan militaire parce qu'ils sont vulnérables de les poser sur la base El Udeid au Qatar. En revanche... Ils sont vulnérables, ils sont à portée là ? Ils sont à portée, bien entendu. La base est à portée. Regardez, l'Iran est au-dessus, c'est absolument à portée. En revanche, politiquement, on veut qu'on les voie, on veut montrer qu'ils sont à portée. Alors, si demain, ils lancent une attaque, moi je vous dis qu'ils vont s'éloigner. Ils vont certainement pas rester là. Alors le problème, Darius, c'est que chaque jour on change de version, puisqu'on a côté iranien comme côté américain des moments où on nous dit que il faut un accord, que tout le monde veut faire de la diplomatie, et puis d'autres moments où on a évidemment les B-52, les photos de communication dont nous sommes abreuvés des dirigeants de Steve Witkoff et du gendre du président Trump qui vont sur le porte-avions. Et pour le moment, rien ne se passe, mais c'est difficile. Peut-être que à défaut de frappe rapide, parce que c'est ce que souhaite Donald Trump, il veut que tout soit rapide, mais dans la vie, il n'y a pas que la rapidité, ça peut aussi être lent et ça peut aussi le faire souffrir et avoir des conséquences. Donc il peut y avoir aussi un accord rapide, à défaut d'une frappe rapide, parce que Donald Trump, il veut l'un ou l'autre. Et c'est quand il sera coincé qu'il n'aura ni l'un ni l'autre qu'il décidera éventuellement de frapper. Et là, Israël peut faire la différence, forcer la main à Washington pour que Washington intervienne. Oui, moi je voudrais souligner l'importance de la question qui a été posée par notre confrère Gallagher. Pourquoi les Américains négocient-ils ? Pourquoi ? Puisqu'ils en montrent autant. Ils ont les moyens de frapper, ils ont les moyens de faire passe là-dessus. En fait, plus ils en montrent et moins ils sont efficaces. Parce que, comme le disait le chef de la diplomatie iranienne, il a dit ils n'auront rien sans négociation sur le nucléaire. Et la preuve, c'est qu'ils viennent à la table des négociations, les Américains. Et il a raison. Il a raison, n'en déplaise à la Maison-Blanche. Mais pardon, pourquoi ont-ils cette posture ? Donc il faut bien comprendre Ils sont jusqu'au boutiste, les Iraniens. Les Iraniens disent on ne cédera sur rien du tout, c'est-à-dire ni sur le nucléaire, donc ni sur l'enrichissement d'uranium. Araghchi, leur ministre des Affaires étrangères, personne n'a le droit de dicter notre conduite. Si l'Iran insiste sur l'enrichissement, c'est parce qu'il refuse toute domination. Mais ça va plus loin que ça, en réalité. Ça va beaucoup plus loin que ça. Dans des négociations non officielles, ils ont parlé des proxys, ils ont parlé du balistique qui fait si peur à Israël. Une menace. Et ils ont dit « niet » pour le balistique, c'est toujours vous qui nous avez frappé. On n'a jamais frappé un pays du Proche-Orient, ni l'Amérique, ni Israël, sauf en représailles. Pour les proxys, ils ont dit « niet » parce qu'il y a la question palestinienne, elle doit être réglée. N'est-ce pas ? Donc ils ne veulent rien entendre, ils peuvent seulement accepter d'enrichir selon un certain seuil qui est permis par le TNP. Est-ce qu'il y a un suspense réel ou non ? Parce qu'on vit ensemble dans le suspense, mais moi on se rappelle, lors de la guerre d'Irak par exemple, tant de commentateurs, y compris journalistes, se trompaient en disant vous allez voir, ça va être l'apocalypse, la 4e armée du monde, les Américains, attention, etc. Et en réalité, la disproportion des forces était telle, ça a pris du temps. Mais l'Irak a été cassé. Oui, l'Irak a été cassé, mais avec l'envoi de troupes au sol. Donc ça n'est pas du tout l'opération vers laquelle on se dirige. Avec une opération aérienne, vous ne pouvez avoir que des résultats limités, et c'est certainement pas une opération aérienne qui fera céder le régime iranien. Et surtout, le tempérament de Donald Trump est un tempérament dans lequel il veut quelque chose de rapide, définitif, et donc il ne veut pas s'enliser. Donc ça serait très très étonnant qu'il balance 50 000 Marines pour aller prendre d'assaut l'Iran, et en plus il n'y arrivera jamais, vu la taille du pays, 1 200 000 km², 95 millions d'habitants, c'est peine perdue. Donc on n'est pas du tout dans le format irakien. Mais l'Irak a été cassé et tout le monde a perdu. Et les Américains, ils sont encore en Irak aujourd'hui. L'Iran, c'est 4 fois la superficie de l'Irak. C'est entre 1,3 million et 1,7 million d'hommes sous les drapeaux, entre les Bassidji, les miliciens, les forces armées régulières, les réservistes. Et ça, les conseillers militaires de Donald Trump lui ont mis ces données-là sur la table. Est-ce que les Américains ont peur à l'heure où... Parce que si on attend, ils attendent parce qu'ils se disent on fait ce qu'il faut, mais à la fin on frappera, ou est-ce que vous croyez qu'ils ont réellement la main qui tremble ? Mais ils ont évidemment, bien sûr qu'ils ont la main qui tremble, parce que c'est une opération, la Gallagher a raison, c'est une opération extrêmement complexe. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne préparent pas quelque chose. Moi, par exemple, j'ai des sources à Washington, proches de la Maison-Blanche, qui disent qu'ils sont en train de travailler sur des options de changement de régime. Et qu'aujourd'hui, ils cherchent, avec les Israéliens, en réalité, ils ne font pas ça tout seuls, qu'il y a énormément de gens qui sont sur place, qui sont même à l'intérieur, ils ont des sources à l'intérieur du régime, et qu'apparemment, par exemple, Jared Kushner est
est en fait au cœur de ce processus de réflexion sur un Laurent Mandeville, vous ouvrez très exactement ce qu'on va voir dans quelques instants, puisque Israël entre dans l'action. À bien des titres, Israël menace d'agir, de tirer même en premier. Si la question des missiles n'est pas réglée, c'est le Jérusalem Post, on va le voir un peu plus tard dans l'émission, qui rapporte cela, le fait que des responsables israéliens diraient à Washington, si vous ne vous en occupez pas, nous frapperons les premiers pour détruire les missiles iraniens. On se retrouve dans un instant. Bonsoir, rebonsoir, c'est la nouveauté de la soirée, c'est maintenant l'État d'Israël qui entre dans le jeu de manière tonitruante en affirmant que sa sécurité est en jeu et que les missiles iraniens doivent être frappés. On va le détailler avec nos invités, Anne Niva, le général Nicolas Richoux, Sophia Amara, Laurent Mandeville, Gallagher Fenwick et Guillaume Roquette. Merci beaucoup d'être là. C'est le Jérusalem Post qui détaille l'information sur le fait que les responsables israéliens auraient prévenu Washington. La question des missiles est maintenant cruciale à leurs yeux, aussi crucial que le nucléaire, et s'il le faut, ils frapperont. Ils estiment que l'Iran a pu mettre de côté 2000 missiles de première importance et de première menace pour l'État d'Israël. Général. Les missiles, c'est la première menace pour Israël. On l'a vu au mois de juin, et on s'est aperçu que plus ils tapaient, et bien moins le dôme, la protection antiaérienne était efficace. Donc c'est véritablement une préoccupation. Et on a vu Israël tempérer ces derniers jours, parce que vraisemblablement, ils n'avaient pas encore fait le plein logistique de tous les missiles que devaient leur apporter les Américains. D'où l'objet des gros C5, C-17, etc., qui font un véritable pont aérien vers le Moyen-Orient. Et donc, c'est véritablement une préoccupation. En revanche, je pense qu'ils n'attaqueront que coordonnés avec les Américains. On se rappelle que Donald Trump a réussi à leur faire faire demi-tour au mois de juin, au moment où... Il y a un agenda. Il y a un agenda, puisque mercredi, Netanyahou va à Washington mercredi, donc c'est très important. Donc ça veut sans doute dire que rien ne se passera d'ici mercredi, mais que pour les Israéliens, toute négociation, et on est formellement dans une séquence de négociation, doit inclure une discussion sur les missiles balistiques. Alors les Iraniens peuvent dire ce qu'ils veulent aujourd'hui, mais ça va se passer à Washington mercredi. Oui, sachant que les Iraniens sont décidés à aller jusqu'au bout. C'est ce qu'ils disent, tout le prouve. C'est moins dangereux pour leur régime que de faire des concessions. C'est-à-dire qu'ils ont moins à perdre. Hein. Oui, donc ils sont plus dangereux. Aujourd'hui, sur toutes les chaînes et tous les médias israéliens, les télévisions et les radios israéliennes, tous les commentateurs, tous les experts ont expliqué que la délégation qui part mercredi pour rencontrer Trump va lui dire ceci, très clairement. Nous, le nucléaire, c'est moins dangereux pour nous que le balistique. Donc, ce qu'on veut, c'est soit le balistique, soit on frappe. Déjà, il va y aller avec le chef d'état-major. Ensuite, ce qui est important, c'est que beaucoup d'experts sur les chaînes de télévision israéliennes cet après-midi, les commentateurs israéliens disent exactement ceci, c'est qu'au final, Netanyahou, ce qu'il veut, c'est faire chuter le régime. C'est ça, c'est le but ultime. C'est le but ultime. Tout le reste, ce sont des outils, et les outils des Iraniens peuvent changer. Au final, il faut changer le régime. Mais il va pas aller, c'est ce que disaient les commentateurs, c'est intéressant, il va enfler l'ego de Trump, il va pas lui dire il faut aller faire la guerre. Pour avoir un meilleur deal que celui de ton prédécesseur, qui est Obama à l'époque en 2015, il faut exiger ça. Or, les Iraniens vont refuser. Et ça va être la guerre. Est-ce que Israël a peur que les États-Unis ne frappent pas en réalité, parce qu'ils ne découvrent pas ce soir ce qui est en train de se passer? Je vous cite ce qu'affirme Israël. Actuellement, la seule menace existentielle immédiate et potentielle est constituée par 2000 missiles balistiques iraniens, dont le nombre pourrait encore augmenter, dit Israël, avec l'aide de la Chine, d'après les sources étrangères et d'autres pays. L'armée israélienne avertit que l'Iran pourrait porter à sa production de missiles balistiques à 300 par mois. Tout ça, ils l'ont pas découvert ce matin en se levant. Ils considèrent qu'il faut absolument que les États-Unis, à tort ou à raison, frappent ce régime. Je pense que ce que les Israéliens redoutent, c'est qu'on revive le scénario de juin dernier. C'est-à-dire, Israël frappe pendant plusieurs jours, c'était la guerre des 12 jours, puis les Américains les aident de façon spectaculaire avec les bombardements sur les 3 sites d'enrichissement nucléaire au sud de Téhéran, et après les Américains disent aux Israéliens, maintenant c'est fini, on s'arrête. Et le résultat des courses, c'est que même s'il y a eu plusieurs sites militaires iraniens qui ont été touchés par Israël, il a quasiment reconstitué son stock de missiles balistiques, semble-t-il. En tout cas, il en aurait entre 1500 et 2000 au bout de 6 mois. Et donc, les Israéliens se disent, cette fois-ci, les Américains sont là. Ils ont déployé une force militaire absolument incroyable. On n'est pas prêt de revoir ça. Donc, c'est le moment d'y aller. Et ils vont essayer de lui forcer le bras. Votre regard sur un homme, Netanyahou. Netanyahou est au pouvoir depuis combien de temps ?
Très Une longtemps. vingtaine d'années. Vingtaine d'années, Oui, c'est le interruption de mandat. Premier ministre israélien qui a servi le plus longtemps devant même le premier Premier ministre Ben Gurion. On sait à quel point il a été contesté après le 7 octobre. Est-ce qu'il y a pour lui un plan historique, une espèce de mission? Il veut détruire le régime islamique en Iran, finir le travail, comme ils disent parfois. Moi, je pense absolument. Je pense que, en réalité, on est pour les Israéliens dans une phase qui commence aussi le 7 octobre 2023. Et il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu d'abord la contre-attaque sur les proxys, extrêmement réussie en réalité, même si sur le Hamas, c'est pas fini. Et il y a aujourd'hui une phase sur l'Iran qui est évidente, c'est leur but. Mais ce qui a changé depuis la guerre de juin, c'est qu'il y a un nouvel acteur qui est rentré dans le jeu, dans la tête des Israéliens, c'est le peuple iranien. C'est-à-dire que ce qui a changé depuis juin, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, ils voient une opportunité, un régime qui apparaît extrêmement affaibli, avec 90% de la population qui soutient apparemment une chute du régime, et seulement 10%, le noyau dur de ce régime, avec les gardiens de la Révolution, l'armée, qui fait corps autour du régime. On va y revenir dans un instant. Pendant ce temps, les Américains poursuivent leur rotation. Alors, est-ce qu'ils suivront ou non les bons conseils israéliens ou les mauvais conseils israéliens? On y reviendra. Mais regardez à quel point les C-5 Galaxy, les C-17, c'est-à-dire ce que l'armée américaine a de plus gros, et là, tourne à plein régime pour amener du matériel. Et ce qui est très intéressant, c'est le parcours de ces avions qui passent massivement par l'Europe. Général Richoux, vous qui avez été en poste en Allemagne. Pont aérien et le relais européen est absolument essentiel par la base de Ramstein. On a parlé tout à l'heure, j'ai vérifié, c'est 16 500 personnes, Ramstein. C'est une ville intérieure. Vous savez, c'est la plus grosse base aérienne. Ces avions, moi je recommande, voilà. Sur un tarmac, moi j'ai vu une ou deux fois ces avions, c'est hors norme, c'est vraiment une espèce de chose. Est-ce que vous recommandez, Darius, de monter dans ces avions? Non, allez sur... Il n'y a que les Antonov 124 et puis celui qui avait été détruit des premiers jours chez les Ukrainiens, qui est encore plus gros, me semble-t-il 125 ou 126, qui avait été détruits, qui sont plus gros que ceux-là. Sinon, c'est les plus gros porteurs du monde. Et ce sont des vecteurs logistiques. Donc, ils apportent de la logistique. Ils sont pas là pour rien. Et vraisemblablement, essentiellement, des vecteurs anti-aériens pour protéger les innombrables bases et les alliés et Israël dans cette région. Et donc, il y a un immense territoire à couvrir. C'est la raison pour laquelle, ils avaient encore besoin de temps. Est-ce que l'hypothèse existe, certains la font, qu'en réalité, il y a un lien très fort, encore une fois, qu'on l'approuve ou qu'on les approuve, entre Trump, Jared Kushner, les Israéliens, et ils ont malgré tout une certaine vision du monde. Ils sont en train de vouloir la mettre en œuvre en réalité, d'une manière ou d'une autre. Non, ce sont des alliés historiquement, mais Benjamin Netanyahou est un homme qui travaille pour ce qu'il pourrait considérer comme l'intérêt d'Israël avec une certaine intelligence, même si ça parfois elle peut être par ses ennemis qualifiée de diabolique. Trump, on n'a pas cette impression-là. Il s'est laissé prendre au piège. Ses alliés du Golfe lui disent « Attention, tu ne fais pas la guerre, mais on veut se débarrasser des proxys parce qu'ils nous déstabilisent. » Les Israéliens lui disent « Le nucléaire, on s'en fout, c'est le balistique. » Mais la masse, Sophia, pourquoi une telle masse si ça n'est pas pour à la fin agir ? C'est une sorte de fuite en avant. Je pense, c'est une fuite en avant. Au départ, vous êtes en train d'écrire une intervention qui cherche désespérément une mission. Tous ces gens ont été envoyés dans l'espèce d'élan de précipitation. Et puis ils se sont retournés, ils ont regardé par-dessus leur épaule, ils ont dit « Chef, on fait quoi maintenant ?» Et Donald Trump lui-même se tourne vers les gens qu'il y a autour de lui. Et effectivement, il y a une immense hésitation. Pourquoi est-ce que Benjamin Netanyahou se précipite à Washington? Parce qu'il a le sentiment d'avoir le président le plus malléable des États-Unis qu'il ait jamais eu. Il a réussi à l'entraîner dans cette aventure en juin dernier. Normandie n'est pas du tout d'accord. Les Américains sont calés dans... ce qui s'est passé. C'est le premier président qui a forcé, qui a humilié Netanyahou dans le bureau ovale en le forçant à appeler l'émir du Qatar pour s'excuser. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les Qatariens ont donné plus d'argent à... D'accord, mais quelle que soit la raison, on ne peut pas non plus le présenter comme une marionnette de Netanyahou. Moi, j'ai quand même le sentiment... Alors, moi, je me souviens, si je peux dire quelque chose, avant le début du mandat de Trump, je me souviens très bien que il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis, de réflexions là-dessus, avant qu'il soit élu, sur le fait que l'Iran serait une priorité du mandat de Trump. Mais pardon, on va revenir dans un instant à Israël, puisqu'il y a beaucoup
beaucoup de signaux d'Israël pour en les direct. États-Unis, c'est aussi pour cette administration une priorité. Cette masse là qui est en train d'arriver, son but. Elle arrive. Cette but, c'est que pour moi se prépare une opération. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'ils aient envoyé ça comme ça. Une opération pour faire quoi ? C'est pas parce que M. Netanyahou va venir mercredi que ça va avoir lieu. Je dis qu'en fait, ils sont en train de monter en puissance pour préparer une opération. Attends. Pour faire quoi ? Je crois que le but ultime, c'est quand même la négociation sans être obligé de tirer un coup de feu. C'est ça le but ultime. Et si ça échoue, ça sera un échec des États-Unis d'Amérique. C'est véritablement la démonstration de la puissance en disant tu n'as pas le choix que de négocier. On verra. Et s'ils ne veulent pas négocier, eh bien ça voudra dire qu'ils ont échoué dans leur démonstration de puissance. Pour l'instant, ça continue. Quoi qu'il en soit, l'accumulation de moyens est vraiment colossale. Il y a cet avion dit secret. Alors, il n'est pas si secret que ça, mais faites-nous un peu la description. Le EA-37B. Compass, qui est arrivé à la base aérienne de Ramstein, toujours là chez vous en Allemagne. C'est un centre de commandement de guerre électronique, volant, conçu pour perturber, dégrader, paralyser les communications ennemies, les radars. Attendez. Vous avez une passion pour les avions secrets qui me dépasse. Les systèmes de navigation et les menaces radiocommandées. Qu'est-ce qu'il y a si c'est le cas, de neuf ? C'est des avions de guerre électromagnétique, en fait. C'est ce que je comprends. Honnêtement, je le découvre un petit peu en même temps que vous. Mais ce que je comprends de votre description, c'est des avions de guerre élect, tout simplement. Donc ils sont capables de détecter, ils sont capables de montrer. Vous vous souvenez, on en avait parlé dans votre émission de ce qui s'était passé évidemment lors du l'enlèvement de Maduro. C'est exactement ce à quoi Donald Trump faisait allusion en disant on a tout brouillé, grâce à nous, tout le monde était dans le brouillard, etc. Donc c'est sans doute la raison d'être de cet avion. Est-ce qu'ils ne vont pas frapper sur les cibles, puisque Gallagher demandait mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce que le but, parce que c'est une des hypothèses de pas mal d'experts de l'Iran, et notamment l'un d'eux que j'ai interrogé récemment, qui est un spécialiste des questions militaires et du Conseil des gardiens de la Révolution, qui disait que un des plans qui était envisagé, c'était de bombarder les infrastructures de l'appareil répressif iranien pour justement permettre en fait à une opération, la population de descendre dans la rue et une opération de changement de régime se produire. Parce que je suis très content que vous posiez cette question, parce que dans toute cette affaire, et notamment de ce dialogue, si on peut appeler cela, qui a démarré entre les Iraniens et les Américains à Oman, le peuple iranien finit par devenir une note de bas de page de cette très mauvaise histoire. Et donc oui, les Iraniens, quand ils voient ces images qui sortent de Mascate, se sentent profondément trahis. En tous les cas, ceux qui sont descendus courageusement dans la rue. Et donc oui, ils attendent que Donald Trump viennent à leur rescousse et qu'il y ait des frappes qui pourraient leur redonner courage, espoir et qui pourraient mener à quelque chose. Maintenant, je le redis, c'est un calcul qui est, c'est un cliché que de l'affirmer, extrêmement compliqué. Vous pouvez frapper les emprises des gardiens de la révolution islamique. Je pense qu'à ce stade, ils se sont un petit peu préparés. C'est un immense pays. Il faudrait, le général Richoul l'a expliqué à de nombreuses reprises, des frappes pendant des semaines et des semaines qui coûteraient très cher aux États-Unis. Ça se ferait pour l'instant sans l'aval du Congrès et avec, encore une fois, une feuille de mission qui paraît à ce stade très vague. Restons un instant, s'il vous plaît, sur cet avion, c'est-à-dire la dimension, l'armée américaine, on a l'impression que c'est une armée qui se veut, il y a sans doute des trous comme partout, mais totale. C'est-à-dire, il y a tout. Oui. C'est une armée totale puisqu'ils ont les moyens de jouer dans tous les compartiments du jeu et il est possible que cet avion, à condition d'en avoir un nombre suffisant, permette de contourner les obstacles que vient d'énoncer Gallagher. C'est-à-dire que avec ces avions-là, vous pouvez désorganiser la défense aérienne, vous pouvez brouiller les communications dans le commandement ennemi, ce qui l'empêche de riposter. Alors, évidemment, ça vous permet pas de clouer au sol les forces terrestres. Donc je pense que c'est pas avec ça qu'on peut imaginer une action au sol des Américains. En revanche, ça peut effectivement permettre des bombardements à grande échelle des avions américains qui permettraient à Trump de dire regardez comme nous avons été bons. Il avait fait exactement la même chose en juin dernier. Il avait dit l'arsenal nucléaire iranien est hors de combat. Oblitéré, c'est ça, je cherchais le terme. Alors, son chef d'état-major avait un peu toussé et du coup, non, c'était le renseignement militaire. Le renseignement militaire américain avait dit c'est un peu plus compliqué que ça, et donc il avait poussé en avant le malheureux chef d'état-major qui avait dit si le président a raison, on est formidable. Écoutez, notre envoyé spécial, on est à Oman avec Matteo Sciaravino. Question, est-ce qu'on observe sur place, il est aux portes d'Oman, cet énorme dispositif?
Oui, à commencer par cette armada américaine toujours bien présente dans la région. Et ça, les États-Unis ne se privent pas de le rappeler. Vous avez sans doute vu ces images des négociateurs en chef de l'administration Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, qui se sont rendus sur l'USS Abraham Lincoln, ce porte-avions américain qui est désormais bien proche des côtes iraniennes. C'est un responsable américain qui l'a affirmé. Ces côtes iraniennes sont désormais à portée de tir, a-t-il dit. Une information à laquelle Téhéran ne peut pas rester indifférent et forcément, il réplique. Le chef de la diplomatie l'a affirmé. Si Washington frappe, nous frapperons en retour. Et même sur le fond, l'Iran et les États-Unis ne sont d'accord sur absolument rien, à commencer par le nucléaire. Le ministre des Affaires étrangères iranien a affirmé qu'ils ne reviendront pas sur cette dissuasion forgée pendant des décennies. Pourtant, Washington veut un accord dès lors. Quelle voie de passage possible? C'est la question que se posent tous les pays de la région ici forcément, parce qu'ils craignent une guerre aux conséquences imprévisibles. Peut-être qu'on aura une réponse, un accord lors du second cycle des pourparlers qui est prévu pour la semaine prochaine. Et merci à Matteo. Et regardez comment tout passe par l'Europe. Il y a plusieurs points. Du San Diego, de l'autre côté, si j'ose dire, d'océan Indien, mais côté européen, chez nous, voilà. Là, les bases américaines en Europe qui sont les points d'appui de l'armée américaine. Rammstein, là où vous le disiez, mais il y a aussi beaucoup d'autres points d'appui. Il y a même des bases en Grèce. Oui, il y a des bases aériennes un petit peu partout, ça serait fastidieux de le dire. Et puis il y a la 6e flotte, parce que la 6e flotte abrite aussi des porte-avions. Et la 6e flotte, quand elle vient se mettre au large du Liban, elle est capable d'atteindre également l'Iran, ce qu'elle a fait en juin dernier. Donc vous voyez, la capacité des forces américaines à prendre tenaille le Moyen-Orient est complète. Et donc on voit aussi l'utilité des bases de l'OTAN, on le répète tout le temps, quand on dit que les Américains vont partir, eh bien ils ne partent pas, parce qu'ils en ont besoin de ces bases, y compris pour leurs besoins nationaux. Oui, effectivement, je crois que les Américains sont quand même encore assez contents de disposer de toutes ces bases que l'on peut voir sur la carte. Ils sont chez eux. Oui, ils sont chez eux, c'est ce qu'ils considèrent bien évidemment. Ils veulent surtout que tout le monde paye davantage. Mais nous avons aussi les avions britanniques. Enfin, les Britanniques qui ont envoyé 6 avions F-35 sur leur base de Chypre. Ce qui veut dire que eux aussi craignent une montée de tension. On voit là la puissance américaine. Là, c'est côté impérial. Évidemment, les souverainistes regardent ça en se disant mais vive la France, parce qu'au moins la France, elle est libre de ses bases. Et regardez les bases de l'autre côté. Dans le détroit d'Ormuz, vous en avez autant, et puis quand vous allez dans le Pacifique, vous en avez encore autant. C'est une puissance absolument gigantesque. Quand on déploie 1000 milliards de dollars par an, eh bien ça donne ça à la fin. Effectivement, on n'est pas capable de suivre, ou alors on ne veut pas suivre, parce que économiquement, on serait capable de le faire, et on dépense un tiers. Cette carte est fascinante, parce que les mêmes souvent qui aiment dire on exagère l'impérialisme américain, etc., soit s'en réjouissent, soit le déplorent. Selon les sujets, évidemment, c'est un peu flottant. Oui, c'est l'impérialisme total, parce que vous avez la force militaire, vous avez la monnaie, vous avez la technologie, et vous avez la langue. Voilà, et la langue. Vous avez la culture. C'est d'ailleurs intéressant, parce que quand on dit que en Europe, il y a une autre puissance impériale potentielle qui est la Russie, elle n'a pas le 10e de ça. Je veux dire, en dehors de ses frontières, elle est absolument pas dans cette situation. Mais aujourd'hui, on peut considérer que c'est négatif, cet impérialisme américain, mais les Américains, ils n'ont forcé personne. C'est ça. C'est-à-dire, ils ont été accueillis à bras ouverts par tous les pays européens qui étaient bien contents de se faire payer par leur propre défense. Puisqu'on parle de l'Empire, il y a 2 proconsuls, on peut dire ça comme ça, qui s'appellent Steve Witkoff et Jared Kushner, dont on parlait tout à l'heure, et ils arrivent là. C'est une des scènes les plus incroyables depuis le début de cette crise. Ils débarquent sur le Lincoln. Alors, ils ont tout l'attirail. Ils se sont achetés, ou on leur a prêté. Il y a les lunettes d'aviateur, il y a cette tenue un peu, alors c'est une tenue tout à fait militaire, mais qui fait un peu floridienne. Il est un peu chez lui quand même, un peu Miami. Et ils sont contents d'être là. Voilà, cette image. On voit Jared à droite et Steve. Je sais pas qui est, ça doit être le patron. Le général. C'est le général Cooper. Voilà. C'est lui qui les a invités. C'est ça. C'est le maître des lieux. C'est Sandcom. Sandcom, c'est le patron de la 5e flotte. Votre commentaire sur ces images, sur ce qu'elles représentent, c'est-à-dire là, voilà. Tout le monde est content. Quand on va sur un porte-avions, on est bien accueilli, on est content. Donc là, ils sont comme des enfants, là, à vrai dire. Je suis tout à fait d'accord avec Aniva. Je pense que Steve Witkoff, il vit sa meilleure vie. Ces images, elles sont un peu, à l'image de l'époque que nous commentons et que nous subissons dans une certaine mesure, c'est-à-dire assez psychédélique. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à la place de Steve Witkoff. C'est une très bonne expression, psychédélique. Il y a qu'un peu années 70, ça est inspiré par sa tenue. Mais jusqu'à il y a 15 mois, il avait pour principale qualité, il en avait 2. Celle d'être un extraordinaire promoteur immobilier spécialiste des grands investissements en front de mer et d'être copain de golf avec Donald Trump. Et là, il se retrouve à faire des voyages Moscou,
pour la 7e fois, il est face à Poutine. Il est à Oman face au ministre iranien des Affaires étrangères. Il négocie avec Zelensky. Rien ne l'y a prédisposé. La gestion directe de tout ce qu'on sait, il s'appelle ensuite avec Trump, portable à portable. Là, il n'y a pas tout le circuit, le diplomate truc, le chef sous-chef de service qui fait la note. Voilà. Il appelle. Alors, comment ça s'est passé? Vous savez, quand les cellules de crise de l'Élysée aussi négocient directement, vous croyez qu'ils passent par le Quai d'Orsay? Oui, il passe par-dessus. Oui. Non, sauf qu'au Quai d'Orsay... Ils appellent directement le président. Sauf qu'au Quai d'Orsay, ou quand on est ministre des Affaires étrangères en France, ou même chef de l'État, on ne demande pas à un journaliste comme l'a fait Trump à la Maison-Blanche. Mais je ne comprends pas ce qu'elle raconte. Il y a une journaliste qui lui dit « Mais pendant ce temps, les territoires occupés en Cisjordanie, machin, etc. » Ah, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Bon, taisez-vous. Hein? Ok. Donc, non. On ne va pas comparer les deux. Les pays occidentaux, et probablement les autres aussi d'ailleurs, ont toujours eu des émissaires informels qui ne faisaient pas partie de la hiérarchie ou ministérielle. Voilà. Ça n'est pas le secrétaire d'État Marco Rubio ou même des diplomates de métier, puisqu'il y a un promoteur et Monsieur Gendre, qui est un homme d'affaires lui aussi. Ce qui est extraordinaire et inédit à ma connaissance, c'est que là, ce sont les négociateurs officiels. Ce ne sont pas des gens qui préparent les sommets comme les Sherpas. Et le Trumpisme, c'est ça. C'est cette alliance entre une espèce de clan familiaro-affairiste et en même temps la force de frappe de l'armée américaine. C'est-à-dire que ces gens sont reçus sur le porte-avions comme si c'était des amiraux 5 étoiles. Et donc, c'est ça, ce qui est un peu inquiétant, on peut le dire, mais c'est aussi ça la force de Trump. C'est-à-dire qu'il y a la puissance de l'armée et la liberté de manœuvre de gens qui ne doivent rien à personne, sauf au patron, qu'ils appellent sur le portable. L'heure de Washington, vous connaissez le proverbe, c'est les plaideurs, je crois, de Racine, point d'argent, point de Suisse, point de montre, point de Suisse. Regardez la montre de Steve Witkoff. Alors, ne citez pas la marque, même si vous la reconnaissez. Hein. On vérifiait, je crois que ça vaut à peu près 100 000 €. Très saphir, bien vérifié. saphir. C'est sobre pour lui. C'est sobre, voilà. Il y a un petit fond turquoise. Je suis sûr que c'est le style un peu de Normandville. Elle est sensible. Ça, c'est le salaire du Figaro. Qui porte une montre sur ce plateau? Tout le monde ne porte pas de montre. Général Richaud. On est libre de toute. Moi, j'ai pas de montre. Voilà, chacun peut montrer ses poignets. Moi, je ne donnerai pas la marque. C'est une belle industrie horlogère d'une garnison dans laquelle j'ai servi. C'est vrai que ce qui pose question et ce qui est vertigineux et fait peur, c'est que finalement, ces personnages qui ont été envoyés à Moscou, alors là, pour négocier, on a vu d'ailleurs la totale incompréhension en fait de quelqu'un comme Witkoff de ce qu'est le phénomène Poutine ou de ce qu'est Poutine, etc. Mais qui négociait sur les questions économiques au moins. Enfin, il y avait cette idée on va sortir par le haut avec les Russes sur l'aspect économique, etc. Même chose sur les histoires de Gaza. Ils ont fait miroiter l'idée qu'on allait sortir par le haut, etc. Cela étant, alors, on ironise ici. Dans l'histoire de l'Iran, c'est vrai qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que M. Witkoff peut comprendre? En revanche, il ne faut pas oublier que Jared Kushner est quand même l'homme qui a fait les accords, qui a joué un rôle clé dans les accords d'Abraham. On se moque souvent d'eux en Europe. En réalité, est-ce qu'ils ont du Proche-Orient la vision des hommes d'affaires, qui est parfois plus réaliste que certains politiques qui ont des rêves, qui est, on va traiter avec nos points d'appui, qui sont les Saoudiens, les Émirats Arabes Unis, les gens qui comptent pour le pétrole et pour l'argent. Oui, mais je sais que Sophie n'est pas d'accord avec ça, mais moi je pense que les accords d'Abraham, c'est un tournant historique dans l'histoire de la région, et que c'est d'ailleurs ce qui explique en partie les attaques du 7 octobre. Donc rappelons-le d'un mot pour bien comprendre, c'est Trump qui s'entend davantage avec les Saoudiens, et surtout qui obtient que les Israéliens et un certain nombre de pays de la région signent des accords pour pacifier les relations, comme elle l'avait déjà et comme elle l'était déjà avec l'Égypte ou avec la Jordanie. Et ça, c'était un tournant. Et sans doute. Mais disons les choses. Tout ça, évidemment, au détriment des Palestiniens qui comptent pour peu. Bien sûr. C'était l'idée. C'est-à-dire, on allait mettre de côté la question palestinienne parce que c'était en se rapprochant sur le conflit israélo-arabe qu'on allait ça donnait cet octobre parce que les Iraniens en ont décidé autrement. Au-delà des Palestiniens, le danger. C'est un grand sujet. C'est comme ça. Non, mais oui, mais ça a été réussi, mais avec ça en une phrase. Au-delà des Palestiniens, le danger de ces experts, de ces émissaires de Trump,
c'est qu'ils ne maîtrisent pas leur dossier. Mais bien sûr. Contrairement à la diplomatie à l'ancienne dont on parlait à l'instant, au Quai d'Orsay ou autre, ils ne maîtrisent pas leur dossier. Ils ne savent pas comment on parle à Poutine. Ils ne comprennent rien aux Iraniens. Mais je suis d'accord avec vous. Oui. Et pour ce qui est des accords d'Abraham, dont Jared Kushner est tellement fier, c'est très bien de faire la paix entre deux amis. Ce qui est plus dur, c'est de faire la paix entre les ennemis. Les accords d'Abraham ne font pas ça. Parce donc, que voilà. le principal point d'appui de Kushner, de Witkoff, c'est évidemment, les Palestiniens, personne d'autre. C'est évidemment Israël, avec les révélations ce soir du Jerusalem Post sur le fait qu'Israël pousserait le président Trump à frapper et à frapper vite les missiles en particulier. Jerusalem Post dit les responsables israéliens ont prévenu Washington, la question des missiles est tout aussi cruciale à leurs yeux, et ils donnent même un certain nombre de détails qui sont ceux fournis, alors raison ou prétexte, chacun jugera, par les Israéliens, avec l'aide de la Chine et d'autres pays. C'est le chef d'état-major de Tsahal affirme que l'Iran pourrait porter sa production de missiles balistiques à 300 par mois et d'ici quelques années dépasser largement ses capacités habituelles avec 6 000, 8 000, voire 10 000 missiles. Les analystes craignent que même le redoutable système de défense multicouche d'Israël ait du mal à contenir la menace. C'est la première fois qu'Israël le dit comme ça, Israël prétendant qu'ils sont exposés aux missiles iraniens. Absolument, parce que la seule menace d'Israël, c'est bien sûr le missile, mais c'est la saturation. C'est-à-dire qu'à partir plus vous allez balancer de missiles en même temps sur Israël, eh bien plus vous êtes certain qu'à un moment donné, il va en passer. Et c'est exactement ce qu'on a vu en juin. Donc plus ils en fabriquent, plus ils sont capables de saturer l'espace aérien et de bombarder et d'avoir des dégâts. Et on se souvient qu'en juin, il y a eu pas mal de morts et il y a eu pas mal de destruction. 28 morts. Et donc effectivement, je crois que c'est la première menace d'Israël avant le nucléaire qui reste hypothétique à ce stade, mais qui est quand même une préoccupation bien entendu d'Israël. Mais si Israël est sincère dans ce constat, la conclusion s'impose. Il faut frapper maintenant. C'est-à-dire qu'avant qu'il ne soit trop tard. Ils veulent ça. Ça risque Ils le veulent. Mais c'est leur désir, bien évidemment. Il y a suffisamment de missiles pour que le déséquilibre soit trop important avec Israël. Sauf qu'il faut qu'ils s'alignent sur les États-Unis. L'effet final recherché n'est pas forcément les mêmes chez les deux. Général, allons au fait. Est-ce que Israël ce soir est en train de dévoiler son jeu? C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de circonvolutions, la presse américaine qui rapportait souvent, qui est manipulée d'ailleurs. Là, ils dévoilent leur jeu. Ils disent en gros, la seule menace existentielle immédiate et potentielle est constituée par ces 2000 missiles balistiques iraniens. Ça veut dire, on veut que les Américains frappent. Disons les choses. Oui. La presse israélienne l'a dit tout à l'heure. Les commentateurs l'ont dit et répété. Benjamin Netanyahu, mercredi, va mettre sur la table de Trump pour dire le balistique, c'est le plus dangereux. Et voilà mon chef d'état-major. Si vous voulez pas y aller, c'est nous qui y allons. Premièrement. Deuxièmement, il en veut pour preuve la vidéo qu'ont sorti les Iraniens du Khorramshahr 4, qui est la dernière génération, qui peut faire très mal et qui constitue un danger pour les Israéliens. Cela étant dit, on parle dans les coulisses d'un accord avec Trump qui, si jamais il n'y va pas, eh bien, il pourrait obtenir en compensation un lot de compensation, c'est-à-dire de frapper le Liban, mais très violemment, et de lâcher la bride à la colonisation. Un premier accord a été lancé ce matin pour coloniser librement tous les territoires palestiniens qui restent encore libérés. Rendons-nous en Israël où vous êtes. Stéphane Goldin, vous êtes ancien combattant d'unité d'élite de Tsahal. Bonsoir. Bonsoir à tous. On va entrer, merci d'être là, on va entrer dans les détails techniques, mais est-ce que c'est votre conviction à vous et à un grand nombre d'Israéliens que c'est le moment maintenant de renverser le régime de Téhéran et que attendre ou remettre serait une erreur? Écoutez, Israël d'abord se tient prêt depuis le début de cette nouvelle, de ces nouveaux événements. Donc Israël est prêt à toute éventualité et Israël a toujours dit qu'il souhaitait une seule chose, c'était la fin du régime de l'État du régime islamique en Iran. Donc évidemment que si demain les États-Unis n'allaient pas jusqu'au bout des choses, il est très probable qu'Israël prenne les choses à son compte et puisse s'en occuper comme elle avait commencé à le faire au mois de juin dernier, tout seul, avec peut-être après, avec l'aide américaine. Il faut quand même rappeler que la menace pour Israël, ce sont ces missiles balistiques. Au mois de juin dernier, il y a eu, sur les 2000 missiles qui ont été tirés, sur les 2000 missiles iraniens, il y a eu Stéphane Goldin, attendez, pardon, permettez-moi de vous couper. Vous êtes un ancien lieutenant-colonel de l'armée israélienne, vous n'êtes pas baroque d'habitude, vous répondez directement, oui ou non. Quand on voit les propos rapportés des dirigeants principaux, notamment le chef d'état-major de Tsahal lui-même, est-ce qu'en substance, ils sont en train de dire aux Américains, allez-y, il faut frapper? Oui, concrètement, oui.
On va dire aux Américains, et c'était un des messages qui va passer mercredi lors de la réunion entre Benjamin Netanyahu et Donald Trump. Oui, il faut frapper, et le plus rapidement possible. Il y a une question de... Anne y va. Oui, pardon, Stéphane Goldin, mais comment Israël peut-elle pousser Donald Trump à frapper ? Écoutez, il y a d'abord... On voit une chose dans cette affaire. Le monde s'est focalisé concrètement sur la question nucléaire et a complètement oublié la question des missiles balistiques. Et dans le fond, a été aveuglé peut-être par la question nucléaire, qui n'est pas un enjeu à mettre de côté, que les choses soient claires. Mais au-delà de ça, il s'avère que les États-Unis, par rapport à toutes ces demandes, est face à un mur iranien qui refuse, dans le fond, toute négociation sur la question de l'uranium, sur la question des missiles, sur la question du stock de l'uranium enrichi. Donc on voit très bien qu'on est face à un État, concrètement, qui ne bouge pas, qui joue la négociation, qui joue la montre, pour dire clairement les choses. Et au-delà de cela, il y a aussi la question de la population iranienne. Et cette population iranienne qui est descendue dans la rue, et actuellement qui est peut-être un petit peu moins dans la rue, toujours est-il qu'il va falloir à un moment donné aussi faire quelque chose pour elle. Restez avec nous, s'il vous plaît, Stéphane Goldin, mais ce que vous disiez tout à l'heure avec ce oui extrêmement clair, en fait, Israël est en train de piaffer, littéralement. Israël se dit qu'il y a une fenêtre de tir, pardon ce jeu de mots facile, qui se reproduira pas de sitôt, avec à la fois la puissance militaire américaine, on l'a déjà dit, mais aussi la réprobation internationale unanime après les massacres établis par le gouvernement iranien. Et évidemment, cette guerre serait vue par l'opinion internationale comme étant beaucoup plus légitime et beaucoup plus facile à approuver que l'offensive contre le Hamas à Gaza. Général. Moi, je pense que les objectifs d'Israël ne sont pas forcément les objectifs de Trump. C'est-à-dire que quand il va aller mercredi à Washington, il va falloir qu'il convainque Donald Trump de la bien fondé de ce qu'il veut. Les arguments sont là, noir sur blanc, rapportés par la presse israélienne. Eux, c'est clair, mais ils veulent le renversement du régime, alors que Trump, lui, il veut vraisemblablement se désengager le plus rapidement possible et à moindre frais. Et les buts de Donald Trump ne sont vraisemblablement pas le renversement du régime, pas plus que ça ne l'était en Venezuela. Donc je pense qu'il y a un delta là ou est-ce que c'est un prétexte parce que les Israéliens précédemment, et avec raison sans doute, insistaient beaucoup sur le nucléaire iranien, et là tout à coup on a l'impression qu'ils ont découvert, les esprits méfiants diront qu'ils sont en train de monter en épingle un prétexte. Ils en parlaient pas autant. Là tout à coup, quand on entend les chiffres qui sont rapportés, tout à coup là, la capacité en missiles de l'Iran serait tellement puissante. À la tribune de l'ONU, ils ont toujours parlé de ça. À la tribune de l'ONU, dans des colloques, Netanyahou avec carte à l'appui, plan à l'appui, et quand tout le monde était en train d'applaudir, quand on annonçait qu'un deal en 2015 allait être scellé sur le nucléaire iranien, Netanyahou disait non, il y a aussi le balistique. Pour nous, le danger, c'est le balistique, plus que le nucléaire. D'autant que les Israéliens, malheureusement, ont payé pour voir, parce qu'il y a des missiles qui sont tombés en Israël, et comme le général le rappelait tout à l'heure, le dôme de fer, le système de protection anti-aérien israélien n'a pas été suffisant pour pouvoir mettre complètement à l'abri les populations civiles israéliennes. Mais il peut peut-être y avoir une complémentarité entre les objectifs d'Israël et ceux des États-Unis, parce que ce que veut Trump, c'est s'en sortir en donnant le sentiment que une fois de plus, il a gagné une guerre, comme il le dit si volontiers. Donc ça peut être des frappes aériennes, effectivement insuffisantes pour renverser le régime, et derrière, les Israéliens, eux, je dirais, mouilleraient davantage la chemise, peut-être même avec des actions au sol. Ce soir, il y a un parti de la guerre qui monte le ton à Washington. Il y a des gens comme Bolton, historiques, ils ont toujours pour bombarder, quoi qu'il en soit, quels que soient les guerres, les moments. Voilà. Il y a ce général en retraite, Keane, qui a pris la parole aussi. Je pense que nous sommes en train de réaliser que l'option militaire est vraiment la meilleure option à ce stade. Il y a à Washington un certain nombre de gens qui disent il faut y aller maintenant, tout de suite et fort. Ce qui m'a intéressé, je suis allé voir le compte Twitter de Lindsey Graham, ce sénateur très influent qui joue au golf ce week-end. Et le deuxième tweet dans son fil, donc il n'est pas très difficile à tirer, dit en substance, je le résume de mémoire, écoutez, si la négociation permet de servir les objectifs, les intérêts, des États-Unis, alors pourquoi pas? Et Lindsey Graham c'est probablement le faucon le plus néoconservateur qui, pour reprendre l'expression de Guillaume Roquette, qui est très juste, lui a dit, Monsieur le Président, en disant à Trump, vous avez une opportunité historique. Mais les choses ont changé. Il y a toujours le plus téléphone. On trouve toujours plus faucon que soi. Bien sûr, mais en l'occurrence, celui-là, il joue au golf avec Donald Trump ce week-end. Donc il faisait partie des dernières choses. Mais juste pour expliquer que, évidemment, que sur le papier, il ne faut pas s'y tromper. L'Iran ne représente pas une menace existentielle pour
pour Israël. Israël a la bombe nucléaire. Si les intérêts vitaux de l'État hébreu venaient à être menacés, c'est toute la région qui est vitrifiée. En revanche, c'est un défi stratégique majeur. Et là, il y a une opportunité historique pour Israël de finir ce que Netanyahou appelle le fait de redessiner la carte du Proche et du Moyen-Orient en imposant ce qu'on peut appeler une Pax Hebraica, c'est-à-dire d'être l'hégémon incontestable qui domine de la Méditerranée jusqu'à la Perse et qui peut bombarder à loisir et qui peut s'assurer, voilà, d'être encore une fois une puissance militaire parfaitement incontestable. Et ça, les pays du Golfe, l'esprit de guerre de Netanyahou. Si on compte toutes les guerres qu'il a ouvertes depuis maintenant quelques mois, 7 guerres. Il y a quoi? Les Houthis, Gaza, Palestine, évidemment. Liban, Yémen, Syrie. Qatar, ils ont bombardé au Qatar, ils ont bombardé au large de la Grèce, ils ont bombardé au large de la Tunisie, ils ont bombardé au large de Chypre. Il est l'homme de la guerre. Et le Yémen. Et encore une fois, qu'on trouve évidemment pour une part de l'opinion, il est un très grand criminel. C'est pas une opinion. Pour Israélien. Non, mais il a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est un fugitif au regard du droit international. Comme son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui vient de déclarer, c'est dans Haaretz ce jour-ci, que Netanyahou a menti sur la guerre à Gaza. Et disons les choses, il y a dans son gouvernement un certain nombre de ministres ouvertement racistes, des extrémistes racistes, voilà, extrême droite. Il y a aussi des gens plus modérés, mais tout est relatif. Dans son gouvernement, la libre opinion des gens. Mais quoi qu'il en soit, il est l'homme des guerres, comme vous dites. Donc il est l'homme des guerres parce qu'il ne vit que dans le déséquilibre avant, en fait. Pour éviter de faire face à ces problèmes judiciaires en Israël, eh bien, il a besoin de se comporter en chef de guerre et en chef de guerre. Et un peu comme Donald Trump d'ailleurs. Ça permet de noyer le poisson et puis de dire mais on peut pas faire des élections maintenant, on a trop besoin de moi, c'est la guerre. Guillaume Enquête à vous répondre. Non mais c'est l'homme des guerres, je veux bien, mais qu'est-ce que vous faites après le 7 octobre? Un festival de reggae? Ah mais on n'est plus après, ça c'est pas le 7 octobre. On n'est pas dans le 7 octobre. Israël considère que derrière le Hamas et le 7 octobre, il y a l'Iran. Je veux dire, pour eux, c'est la même chose. Et donc, je veux bien que M. Netanyahou soit un belliciste, c'est une certitude, mais regardez la position de son pays. Je veux dire, évidemment, il veut assurer sa sécurité, et donc il considère, et je pense qu'il n'a pas tort, que tant que l'Iran représentera cette menace, il n'aura pas la paix. Nicolas Lerner, il se sert de la situation internationale pour avancer ses pions pour la sécurité de son pays. Le patron de la DGS sur cette antenne, Nicolas Lerner, disait il y a une philosophie profonde chez un Netanyahou, comme d'ailleurs pour d'autres raisons chez un Poutine, c'est si on veut ta mort, lève-toi et tue le premier. C'est pas la logique européenne où on attend, on regarde. Non, il faut frapper le premier. L'idée de la guerre préventive habite ces gens. Ça, c'est dans le cas où vous êtes dans un pays agressé sans raison par un voisin qui aurait des visées hégémoniques. Dans le cas de Netanyahou, dans le cas dans le cas de Netanyahou, avant le 7 octobre, 20 ans avant le 7 octobre, n'est-ce pas, déjà, il avait des visées hégémoniques et pour pouvoir mieux diviser ce territoire qu'il tient, il a favorisé la montée en puissance du Hamas. Pas seulement lui, même ses prédécesseurs et même les travaillistes. À mon micro, j'ai le patron du Shin Bet, le contre-amiral Ami Ayalon, qui me l'a dit, et ça a commencé en 88. C'est pas hier, c'est pas avant-hier, et c'est pas le 7 octobre. Donc, cette politique, aujourd'hui, il en paye le prix. Réagissez à ça, s'il vous plaît, Stéphane Goldin, quand vous entendez sur les plateaux à Paris, il y a les deux avis qui s'expriment, mais ceux qui considèrent qu'il y a une espèce de prétexte israélien, une volonté absolument de pousser la guerre. Écoutez, je vis dans ce pays depuis maintenant pratiquement 47 ou 48 ans. Si c'est pas 49 d'ailleurs. Je sais que c'est un pays, et que je connais bien sa population et ses soldats d'ailleurs, qui ne veut pas la guerre, qui n'a jamais cherché la guerre, pour dire clairement les choses. Maintenant, c'est vrai que nous sommes un petit pays entouré pas de véritables amis et qui cherchent continuellement à nous détruire. Et à un moment donné, oui, c'est vrai, vous devez prendre les choses en main avant qu'on puisse vous tirer dessus, avant qu'on puisse vous détruire. Écoutez, encore cet après-midi, place Palestine, au milieu, dans le centre de Téhéran, il y avait des grandes affiches avec une carte du centre d'Israël et toutes les cibles que que le régime des Mollahs voulait toucher sur le territoire israélien. Est-ce que vous imaginez une fois qu'au milieu de Tel Aviv, il y ait la même carte de Téhéran, mais celle-là de Téhéran, avec les cibles qu'Israël voudrait toucher? Non. Donc on est face quand même à, malheureusement, des pays qui souhaitent une seule chose, c'est concrètement notre destruction.
Stéphane Goldin, laissez répondre là-dessus, effectivement. Stéphane Goldin, pardon de vous couper, mais laissez répondre là-dessus, effectivement. Imaginez un instant qu'il y a une carte comme ça à Téhéran avec Paris, Toulouse, etc. On dirait pas, il y aurait une réaction. Mais bien sûr, mais il y a une menace qui est réelle. Mais le thème, c'était Netanyahou tout à l'heure. Donc, je trouve qu'il instrumentalise cette menace pour pouvoir se protéger lui-même et il se place en déséquilibre avant. Voilà. Effectivement, on n'a jamais dit. D'accord, la conclusion. Si vous étiez israélien, est-ce que maintenant vous diriez oui, c'est le moment de frapper mais si j'étais israélien, je serais très préoccupé par la menace iranienne comme eux. C'est une chose, ça c'est un langage de... Mais bien sûr, non, mais oui, bien sûr. Vous frapperiez Israël d'Iran ? Peut-être. Non, mais peut-être, oui. Mais là, on a le fossé, évidemment. Oui. Chacun. Non, mais bien sûr. Mais bien sûr. En général européen et le langage. Non, mais j'ai toujours dit. Si général était général en Israël, il frapperait l'Iran. Non, mais j'ai toujours dit que c'était une menace. Voilà. Il ne faut pas confondre ce que l'on voit de Netanyahou, qui instrumentalise, à mon avis, cette affaire-là, et la menace réelle qui pèse sur Israël, au moins sur l'Iran. Il y a une menace réelle, c'est la vérité, oui. Je pense que s'il y a une instrumentalisation, elle est dans la position d'Israël vis-à-vis des territoires palestiniens, où là, effectivement, il y a en Cisjordanie une offensive israélienne qui est difficilement supportable au terme qu'on pourrait l'approuver, difficilement approuvable plutôt. En revanche, je pense que là, cette réalité de la menace, elle est indéniable, c'est-à-dire que, et elle n'a jamais été aussi présente, parce que les Iraniens, plus le régime iranien est en difficulté, plus il devient agressif vis-à-vis d'Israël, parce que c'est son ciment. Ça a toujours été comme ça. Il y a le grand Satan et le petit Satan, Guillaume, les États-Unis et Israël. Écoutez, c'est le petit-fils de l'ayatollah Khomeini. Il se trouve qu'il a des petits-fils. C'est vous qui m'avez appris que quand ils ont le turban noir, ils sont vraiment d'un niveau encore plus Non, quand ils sont en turban noir, ils sont Saïd. Saïd, ça veut dire descendant du prophète. Ah, très bien. Voilà. Et ne peut être guide spirituel qu'un descendant du prophète avec le turban noir, comme le chef de Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui avait un turban noir. Voilà. Enfin bref, l'ayatollah Khomeini a des enfants et des petits-enfants, et un de ses petits-enfants s'exprime, et vous allez voir, évidemment, il incarne toute l'agressivité dont vous parliez à l'instant. Nous n'avons pas peur d'eux, car nous sommes déterminés et nous défendons nos droits et notre pays. Nous disons aux Américains: vous mourrez avant de nous voir humiliés. Voilà, et merci à Mathis Sioux, mon collègue qui donne voix dans les sonorisations de ces... Il a très ces bien sujets. bossé, là. Voilà, absolument. Belle voix. Là, on a un des personnages qui incarne évidemment la ligne dure à Téhéran. Parce qu'il y a une ligne dure à Washington, et il y a une ligne dure à Jérusalem et Tel Aviv. Il y a une ligne dure à Téhéran, elle est là. Une pauvre région qui est coincée entre ces deux personnages, Netanyahou d'un côté et celui-là de l'autre côté. Je leur trouve, et ça va choquer sans doute, mais une vraie gémellité dans le côté messianique, millénariste, belliciste, qui ne pense pouvoir régler tous les problèmes que par la force. Et à votre question tout à l'heure, qu'est-ce que vous feriez ? Laissez répondre Goldin peut-être là-dessus, puisque vous dites qu'il y a une gémellité. Je voudrais juste dire une chose à votre question, juste d'une phrase. Il y a quelqu'un qui s'est avancé à la tribune des Nations Unies avec, en disant, un rameau d'olivier dans une main et un pistolet dans l'autre, et voilà, choisissons quelle voie emprunter. Ça fait quand même beaucoup de morts, beaucoup de guerres. Comment est-ce qu'on fait pour avancer vers une paix, effectivement, une vraie paix ? Peut-être juste la réponse sur la gémellité. Ne laissez pas tomber le rameau d'olivier. Ne laissez pas tomber le rameau. Ça, c'était Arafat. Oui, mais là, c'est l'Iran. Oui, qui était traité de terroriste à l'époque. Mais que Netanyahou puisse être accusé de bellicisme volontiers, que ce soit le jumeau de l'ayatollah Khamenei, il y a quand même deux différences. La première, c'est qu'il y en a un qui est élu, démocratiquement, élu et réélu. Deuxièmement, il y en a un qui fait tirer sur son peuple. Il y en a un qui fait pendre des femmes parce qu'elles veulent enlever leur voile. Et donc que vous puissiez mettre un signe égal entre ces deux personnages, franchement, je vous le dis sincèrement, je trouve ça choquant. Alors moi, je vais vous dire ce qui est choquant pour moi. C'est que vous ne compreniez pas que vous avez les yeux rivés sur le flacon. Il n'y a pas de crime de guerre démocratique. Il n'y a pas de flacon. Il n'y a pas de flacon. Écoutez-moi, il y a un signe égal que vous mettez. Je mets ce signe égal et je l'assume. Je vais vous expliquer pourquoi. Permettez-moi juste de terminer. Essayez juste de me laisser terminer. Vous regardez le flacon, je vous parle du poison. Je ne suis pas en train de juger un système. Il y a un système qui est démocratique d'un côté, un système qui est autocratique de l'autre. Je regarde à l'intérieur.
Netanyahou, il est attendu à la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Son armée s'est rendue coupable il y a 70 000 morts à Gaza. Attendez. Il y a 10 000 disparus, il y a 15 000. Donc oui, il y en a un qui fait tirer sur son peuple. Ce sont les chiffres du Hamas que qui sont adoptés par l'armée israélienne, vous le savez. C'est dans votre journal. Attendez, ce que je voudrais vous dire, c'est que d'un côté, il y a un pays... Ces éléments de langage sont périmés, Guillaume. Attendez, non mais c'est pas des éléments de langage. Vous êtes insultant, Gallagher, en parlant d'éléments de langage. Ok, je vous dis ce que je pense. Je vous dis que je suis choqué parce que c'est la vérité. Je vous dis que après le 7 octobre, moi si j'avais été Netanyahou, j'aurais probablement fait la même guerre que lui. Évidemment, c'est horrible, mais pas un génocide. Une guerre contre des ennemis qui sont planqués dans des tunnels, n'est-ce pas, et qui se servent de civils comme étant des boucliers humains. Mais c'est épouvantable. Vous auriez tué 20 000 enfants. Mais j'aurais fait la guerre. D'abord, ce chiffre de 20 000 enfants, je ne sais pas d'où vous le sortez. Moi, l'armée israélienne reprend. Demandez à M. Goldin. Sur la démarche, le fait que, évidemment, l'Iran, en tout cas, un de ses présidents a prôné la destruction d'Israël. Et c'est vrai qu'Israël n'a pas prôné la destruction. Il y en a un qui la prône et l'autre qui la pratique. Ça a été dit, Guillaume Roquette a expliqué de manière très éloquente le projet de Netanyahou en Cisjordanie. Il a dit, il n'est pas supportable. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas supportable ? C'est l'effacement d'une population. Pourquoi est-ce que beaucoup sont sceptiques par rapport au projet israélien contre l'Iran ? Parce qu'on parle de changer un régime dans un pays qui fait 4 fois la superficie de l'Irak. Ça fait 3 ans sans discontinuer qu'il bombarde Gaza depuis un faux cessez-le-feu. Il y a 500 morts, 100 enfants qui ont été tués selon l'UNICEF. Donc permettez-moi d'être sceptique par rapport au projet d'un personnage comme Benjamin Netanyahou, et oui, d'assumer que je lui trouve une gémellité avec des personnages aussi funestes que ceux qu'on a vus tout à l'heure à l'écran. Oui, c'est comme Bachar el-Assad et les djihadistes. Qui est-ce qui a créé l'État islamique ? Qui a libéré les djihadistes de prison ? Qui ? Alors lui, il est en costard, il a fait ses études d'ophtalmologie à Londres, donc ça passe. Là encore, on regarde le flacon, on regarde pas le poison à l'intérieur, c'est tout. Et moi, je dis et je répète, il avait des ministres dans son gouvernement, Netanyahou, qui disaient « tuez-les, exterminez-les ». C'est comme l'histoire des rafles en France. Il y a des mots, les mots ont un sens. Et quand ils sont en plus, ces ordres-là, appliqués sur le terrain, il n'y a plus photo. Cela étant, et je continue à dire pour le Hamas que M. Netanyahou a financé, laissé passer les valises de millions de dollars. Il y a des Palestiniens aujourd'hui qui vont porter plainte contre Netanyahou pour avoir financé le Hamas. Sophia Mara, ça n'enlève pas le 7 octobre, je suis désolé. C'est Netanyahou, on est responsable. Et premier responsable. Quelle que soit la généalogie des faits, et personne ici ne minimise d'abord ce qui se passe à Gaza, avec la tragédie des civils, le fait qu'il y a des ministres racistes dans le gouvernement Netanyahou, ce sont des faits. Mais aujourd'hui, si vous êtes israélien, il y a un pays comme l'Iran avec un régime qui menace de vous détruire. Qu'est-ce que vous faites ? C'est ça la question. Oui, mais la préoccupation d'Israël, sur le coup, contre l'Iran, est légitime. Voilà, il faut quand même le dire. Simplement, Israël, à mon avis, ne fera rien sur l'autorisation. Pourquoi, si c'est légitime, et je pense qu'effectivement ça l'est, la communauté internationale, ou une partie en tous les cas, ne se précipite-t-elle pas aux côtés du Premier ministre israélien pour dire, écoutez, faisons voter un mandat et essayons la négociation, essayons la pression, prenons-les en tenaille pour leur faire payer le prix du massacre qu'ils ont infligé à leur population et pour régler ce problème une fois pour toutes qui pourrit la vie de la région et au-delà de cette région. Aniva veut poser des questions. Oui, Stéphane Goldin, donc on a entendu effectivement, on connaît le point de vue de Benjamin Netanyahou sur cette potentielle frappe en Iran, le point de vue des militaires israéliens, mais qu'est-ce qu'il en est du point de vue de la population ? Est-ce que les Israéliens, est-ce qu'en Israël aujourd'hui, c'est une préoccupation, le fait de potentiellement rentrer dans le jeu pour faire changer le régime en Iran, se mettre face à la possibilité de recevoir des missiles balistiques iraniens. Est-ce que ça compte ? Est-ce que c'est une préoccupation ? Bien sûr que c'est une préoccupation et tout le monde pose la question quand ? Concrètement, personne ne le sait. Personne ne le sait sur ce plateau, personne ne le sait nulle part. Il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui le savent au monde. Toujours est-il que les Israéliens, dans leur grande majorité, quand je parle dans leur grande majorité, je parle de la droite, de la gauche, peu importe le côté politique, et je pense qu'à 97% des Israéliens, oui, ils sont pour une frappe rapide, massive sur l'Iran, avec un but bien précis, c'est franchement la fin du régime des Mollahs. Attention, il y a une très grande amitié entre le peuple iranien et le peuple israélien. D'ailleurs,
Mais Stéphane Goldin... Petite parenthèse, je voudrais simplement souligner quelque chose pour certaines personnes qui sont sur le plateau. Il y a exactement 2 semaines de cela, dans les manifestations iraniennes, les Iraniens se sont pris à l'ambassade de Palestine à Téhéran, et l'ambassadrice a dû franchement quitter le lieu et pour être mise dans un endroit sécure. Mais toujours est-il, ce que je voulais dire simplement, c'est que oui, la grande majorité des Israéliens sont prêts à toute éventualité, sont prêts même, malheureusement, à prendre tous les risques qui pourraient être encourus s'il devait y avoir une attaque. Et franchement, ils souhaitent une seule chose, c'est vivre autre chose, revoir une nouvelle configuration régionale. Et cette configuration, elle pourrait arriver avec d'autres étapes, avec d'autres pays. On l'a vu avec les accords d'Abraham. Et c'est vrai que derrière tout ça, il pourrait y avoir une nouvelle configuration. Stéphane Goldin, restez avec nous, puisqu'on va rentrer dans le détail de quel peut être, on comprend pour celles et ceux qui nous rejoignent, le développement très important de la soirée, c'est l'État d'Israël qui, selon plusieurs informations, pousse le président Trump à frapper l'Iran en faisant état d'une menace existentielle sur sa survie, en donnant même des chiffres sur les milliers de missiles qui sont engagés, qui sont potentiellement engagés. Parlons de ça d'abord, sur la potentialité en termes de missiles. Regardez les images notamment des Fatah, ce missile qui est une des armes de la République islamique d'Iran. Alors il y a la dimension de propagande, ce sont les images qu'on voit là, et il y a la réalité. Qu'est-ce qu'on sait, Général Réchou, de la réalité de ce missile, de s'il est réellement, s'il a un usage et lequel? Oui, c'est un missile qui est à peu près opérationnel. Enfin, d'après ce que je sais, il est opérationnel. C'est un missile qui est véloce, qui est hypersonique et qui va à 1600 km, me semble-t-il, à peu près. Donc il est très dangereux, il est assez difficilement interceptable. Donc il est très dangereux, effectivement, pour Israël dans le cadre de mesures de rétorsion. Ça n'est pas. Alors je ne sais pas exactement combien ils en ont en fait, mais ça fait partie des missiles modernes en tous les cas. C'est pas simplement un missile calibre ou un Scud de l'époque de Saddam Hussein. On n'en est plus là du tout. Hautement manœuvrable. Allez-y. Pardon. Et le plus dangereux, c'est le Khorram Shaher 4 qui est sorti récemment et qui lui, et là c'est ça le problème, qui risque de saturer le dôme au-dessus d'Israël, la protection antiaérienne, le Khorram Shaher 4, parce qu'il atteint les territoires israéliens en 12 minutes. Et il fait 2500 km, il a une portée qui est beaucoup plus importante encore, donc ils sont capables c'est intéressant, de développer technologiquement des missiles très sophistiqués. Avec l'aide des Chinois, vraisemblablement, la technologie chinoise. Alors combien, quand ils disent 300 par mois, ça me semble beaucoup. Est-ce qu'il y a pu avoir une dissimulation? Rappelons que l'Iran a été parfois sous-estimé. Par exemple, elle a réussi à produire très vite des drones pour les fournir à la Russie, ils ont frappé l'Ukraine de manière très considérable. Ils continuent à frapper l'Ukraine. Donc l'industrie militaire iranienne ne doit pas être sous-estimée. Mais quand les responsables, y compris les chefs d'état-major de l'armée israélienne, estiment qu'il y a une espèce de course aux missiles avec des milliers de missiles potentiellement armés, missiles balistiques, donc c'est des missiles considérables qui peuvent frapper Israël, est-ce que c'est crédible? Non, bien sûr, ça ce sont les chiffres notamment du renseignement américain qui travaille très étroitement, on l'imagine, avec les Israéliens sur ce sujet. En fait, les Iraniens ont ce que les Américains appellent des missile cities, c'est des véritables villes sous terre à l'intérieur desquelles ils développent en fait des capacités, j'allais dire, de reproduction ils sont en train de recompléter un arsenal qui a été pas épuisé, mais quand même très utilisé pendant la séquence de juin dernier. Il a été en partie dissimulé, ils attendent l'horreur, ou bien ils arrivent à le reproduire beaucoup plus vite qu'on le pensait? Là, je crois qu'ils ont... Alors, Gallagher disait qu'ils avaient aussi l'aide des Chinois, et donc, comme ils ont développé des tas de souterrains, à mon avis, il y a des usines souterraines dans lesquelles ils peuvent... C'est exactement ça. Et ils sont en économie de guerre également. C'est un peuple en guerre depuis 47 ans. Oui. Donc, vraisemblablement, il y a une partie non négligeable du budget de l'État qui est dans cette économie de guerre, qui permet de développer des missiles. Et puis, en plus, c'est leur survie. Ils n'ont pas de frontière commune avec Israël. Leur seule manière de taper Israël, ce sont les proxys et ce sont les missiles. Donc les missiles, effectivement, c'est ça qui leur fait plus de mal. On l'a vu en juin, il y a eu énormément de dégâts grâce à ces missiles, ils l'ont bien compris, et c'est la raison pour laquelle ils font effort là-dessus, surtout avec des missiles hypersoniques. Un Shahed, ça va à 200 km/h, avec des missiles hypersoniques qui sont peut-être à 6-8 000 et peut-être plus km/h, ils sont capables en plus de varianter leur itinéraire. Et selon une revue de défense israélienne, une étude de janvier dernier, même le Hezbollah, qui n'est qu'un proxy de l'Iran, et dont le territoire, à savoir le Liban, a été complètement rasé pendant la dernière guerre, en tout cas les zones tenues normalement par le Hezbollah, ils ont réussi
en très peu de temps à reproduire 1000 drones kamikazes. C'est énorme. Ils ont été formés par les Chinois, comme vous le disiez tout à l'heure, et par les Iraniens, mais quand même 1000 drones kamikazes, ça n'est pas rien. La portée des missiles. Regardons ensemble la portée des missiles, parce que dans l'argumentaire israélien, ça joue évidemment. Eux disent, attention, ça n'est pas seulement là. Regardez, il y a par exemple l'Ukraine. Et évidemment, on a souvent dit que la distance Téhéran-Tel Aviv, de mémoire, je crois, enfin à vol d'oiseau, évidemment, c'est 1600 kilomètres. Donc là, on voit qu'il y a un sujet. Stéphane Goldin, vous êtes toujours avec nous. Je rappelle, vous êtes ancien commandant d'unité d'élite de Tsahal. Quand on regarde cette carte, d'après vous, au-delà, alors il y a une dimension, tout le monde fait de la propagande. Israël fait aussi de la propagande dans l'affaire, c'est le jeu. Tout le monde fait de la propagande, mais hormis la propagande, qu'est-ce qui est crédible, disons, qu'est-ce qui pour vous est une menace réelle que l'Iran pourrait mettre en œuvre contre des cibles là, quand on regarde cette carte? Écoutez, l'Iran, au mois de juin dernier, a tiré 536 missiles sur le territoire israélien. On a eu 28 morts. On a, c'est vrai, une défense aérienne qui est excellente, mais malheureusement, aucune défense aérienne peut être hermétique à 100%. Et donc, concrètement, il est important, en tout cas pour Israël, que toute attaque possible qui se ferait sur le territoire iranien passe d'abord par la destruction des rampes de lancement de missiles. Comme ça s'était passé d'ailleurs au mois de juin dernier, puisque les premiers missiles iraniens au mois de juin dernier dans la guerre de 12 jours avaient été simplement tirés 18 heures après, puisqu'il y avait eu une neutralisation d'abord des rampes de lancement qui avaient été faites au sol d'ailleurs et par les voies aériennes. Oui, savez-vous, Monsieur Goldin, ou pas, si les négociations, en tout cas la rencontre qui doit se passer entre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président Trump mercredi prochain, eh bien, ne donne pas de résultats positifs pour Tel Aviv? Savez-vous ou pas si finalement Tsahal peut se permettre de frapper seul sans y aller avec les Américains? Je pense que Tsahal peut se permettre de frapper seul, comme d'ailleurs l'a relevé un journal, je crois que c'est le Jerusalem Post qui l'a relevé aujourd'hui. Je pense que oui, Tsahal a une capacité de pouvoir frapper le territoire iranien seul, sans l'aide américaine. D'ailleurs, lors de la guerre des 12 jours, c'est d'abord Tsahal qui a frappé. Oui. Les Américains se sont joints à nous. Vos réactions, pardon, Stéphane Goldin, je vous coupe toujours, mais pour avoir l'aller-retour avec le plateau, parce que c'est intéressant d'entendre vos avis qui se complètent ou qui s'opposent parfois. La capacité d'Israël à frapper notamment les rampes de missiles iraniens, les points, les lieux de production de missiles, est-ce que là il y a un... Oui, il y a alors la capacité, sans doute, mais ensuite, politiquement est-ce que c'est acceptable? On se rappelle qu'en juin, ils ont fait faire demi-tour aux avions israéliens, parce que la logistique israélienne est en partie dépendante des Américains, notamment en capacité, ils ont des F-35 et puis aussi en bombes lourdes, etc. Donc capacité, aucun doute, c'est la première armée du Moyen-Orient avec une supériorité technologique incroyable. Politiquement, est-ce qu'ils le feront? J'en suis beaucoup moins certain. Mais quand on revoit les images militaires américaines, eux ont les B-52, ils ont les B-2, etc. Ça veut dire que pendant qu'il y a tout cet arsenal américain qui est prêt, qui est en train de prendre l'étau l'Iran, Israël seul, avec ses moyens à elle, frapperait. Ça paraît étrange. Oui, mais d'abord Israël a, semble-t-il, un niveau de renseignement excellent sur les missiles balistiques iraniens, parce que il y a des espions du Mossad depuis des années qui sont au courant de ce qui se passe. Et puis, je dirais que c'est quasiment obsessionnel, cette inquiétude des missiles iraniens. Et donc tout l'effort de guerre d'Israël face à l'Iran, il est focalisé là-dessus. Je me souviens qu'il y a quelques années, j'avais discuté avec des officiers d'état-major israéliens, et c'était au ministère de la Défense. Et je disais, mais pourquoi vous êtes toujours à Tel Aviv alors que tous les autres ministères sont à Jérusalem? Et il dit, parce que ça nous permet de gagner quelques secondes, puisque Tel Aviv c'est près de la mer, donc c'est plus à l'est que Jérusalem, et ça nous laisse un petit peu plus de temps pour réagir à une attaque iranienne. Vous donc faites c'est réagir, vraiment l'obsession. Stéphane Goldin veut intervenir. Stéphane Goldin. Bon, c'est pas tout à fait pour ça. Simplement, il y a à Tel Aviv ce qu'on appelle un bunker. Il faudrait recreuser un bunker à Jérusalem. Bon, on est dans une question plutôt de gros sous, et c'est pour ça qu'il est préférable de maintenir le ministère de la Défense du côté de Tel Aviv. Au-delà de cela, il faut comprendre que la destruction des rampes de missiles, elles peuvent se faire par voie aérienne, mais elles peuvent se faire aussi par voie terrestre. Comme on l'a vu d'ailleurs au mois de juin dernier. Il pourrait très bien y avoir
des opérations de force spéciales qui soient sur le terrain, qui puissent neutraliser les bases de lancement, qui permettraient, encore une fois, aux forces aériennes israéliennes de pouvoir survoler le ciel iranien. Je vous rappelle que la dernière fois, les avions israéliens, pendant pas mal d'heures, ont pu se balader, pour dire clairement les choses, dans l'espace aérien. Mais pardon, Stéphane Goldin, l'autre jour, vous disiez, quand je vous posais la question, est-ce que vos hommes, d'abord je vous demandais si vous étiez déjà allé en Iran, on m'avait dit Joker. Ah, non, je vais bien croire. Et je redonnerai la même réponse. En revanche, est-ce que selon toute probabilité, il y a déjà des commandos du Mossad ou d'autres unités israéliennes qui sont sur le territoire de la République islamique d'Iran ? À mon avis, oui, il y a déjà des unités spéciales qui sont sur le territoire iranien, mais c'est pas quelque chose de nouveau. On voit ici les images, c'est des images qui datent de juin, où le Mossad lui-même avait publié, alors évidemment c'est aussi pour montrer qu'ils ont des moyens, et ils sont réels, qu'il y a des unités du Mossad à pied d'œuvre sur ce plateau. Vos avis aussi sur le fait que même sans l'aviation, ils pourraient s'en prendre à des sites de missiles ou à des industries de missiles ou à des usines fabriquant des missiles. Des actes de sabotage, un assassinat de Khamenei, le guide suprême, et de toute façon, M. Goldin disait, je crois que oui, en fait c'est sûr que oui, puisque le Mossad lui-même le reconnaît, ça a été rapporté dans la presse israélienne, mais surtout parce que les Iraniens et les plus hauts gradés, et même l'ancien chef de l'État iranien, Mahmoud Ahmadinejad, avait reconnu que les cellules en charge de combattre l'espionnage israélien en Iran étaient complètement infiltrées de taupes du Mossad, qu'il s'agisse d'Israéliens parlant le persan ou bien d'Iraniens qui ont accepté de travailler pour l'agence israélienne. On vit, il y a maintenant un suspense dans le suspense, c'est-à-dire est-ce que Trump est assez fort, alors ou bien il est tout à fait d'accord avec Netanyahou, si ça n'est pas le cas, est-ce qu'il peut retenir le bras de Netanyahou d'après vous ? Oui, clairement, il l'a fait en juin, il l'a démontré, il peut retenir le bras de Netanyahou, parce que, et si Netanyahou dit non, il a quand même des éléments de coercition importants qui sont la logistique pour pouvoir tenir cette guerre. Voilà. Est-ce que le fera-t-il, c'est autre chose. Mais... En fait, la séquence, elle est un peu, c'est l'inverse qui s'est passé en juin. Il faut se souvenir que les Américains étaient engagés dans un processus de négociation avec les Iraniens. Les Israéliens, ils sont allés en premier. Et c'est voyant les images et le résultat de ce que les Israéliens étaient parvenus à faire, en obtenant la suprématie aérienne très rapidement, en mollissant et en détruisant la plupart des défenses antiaériennes, que les Américains ont voulu, Donald Trump, se caler dans la roue des Israéliens et, entre guillemets, finir le travail avec les fameux B-2 qui étaient partis des États-Unis pour aller bombarder les sites nucléaires, notamment depuis, et ensuite depuis un sous-marin également. Et derrière, les Israéliens ont estimé que le travail n'était pas totalement terminé. Et c'est là qu'intervient ce à quoi vous faites référence. Absolument. Et que, de manière assez vulgaire, Donald Trump avait eu cette phrase où il avait dit « I don't know what the F they're doing » et qu'il leur avait ordonné de rentrer à la maison. F, 3 petits points. Tout à fait. F, étoile. Oui. Regardez comme il est élégant, Guerre Fenwick. Voilà. Vous êtes une équipe vraiment, là, vous êtes une mondanité folle. Guillaume Roquette m'a dit que j'étais irrespectueux il y a quelques secondes. On va dire là-dessus, Gallagher. On va vous réconcilier à la fin du... Regardez ces images. Le B2, est-ce que ça reste ? Parce on comprend que chez les Israéliens, l'idée centrale maintenant, ce sont les missiles balistiques, mais le nucléaire, il y a d'autres images qui montrent le nucléaire iranien qui se referait. C'est-à-dire, pour l'instant, on voit des toits, on voit pas grand-chose d'autre parce qu'on n'a pas les. Je pense que c'est davantage en fait, la priorité iranienne, me semble-t-il, c'est le balistique, c'est pas le nucléaire. Et ça a été très bien dit. Ils ont quand même un peu appris de la séquence de juin dernier. Et cette l'une image, des choses, expliquez là aussi qu'on comprenne bien. Donc, il y a juin, effectivement, c'est détruit. Ouais. Alors, c'est de la toiture. On ne peut pas en déduire tout, mais la toiture, elle est faite pour cacher, justement, Gallagher. Mais ça peut être du bluff aussi. Oui, c'est du bluff aussi. Ça peut être du bluff aussi. Ça peut être de la déception. Oui, Comme on dit en langage militaire. Mais tout ça pour dire que, notamment, ce qu'ils ont, et Sophia Amaral l'expliquait, quand même ce dont ils se sont rendus compte, c'est l'étendue de la pénétration de leurs services par les Israéliens. Ils savent très bien
que s'il, entre guillemets, s'amusait à enrichir à nouveau, que là, l'argumentaire que pourrait servir Benjamin Netanyahu, qui serait forcément plutôt bien renseigné à ce sujet, ce serait d'amener ça à Donald Trump. Et si Donald Trump refuserait de réagir, ce serait dans la minute en fuité au Wall Street Journal ou au FT, ça se retrouverait en une. Et là, effectivement, les Américains n'auraient pas d'autre choix. Je rappelle que Donald Trump, sa priorité, et c'est la manière dont il le verbalise, c'est jamais nous ne laisserons cet odieux régime se doter de l'arme nucléaire. Un instant sur votre conviction intime. On comprend bien, et Stéphane Goldin est là, pour un Israélien, il n'y a aucun doute. Si un pays vous menace, vous n'avez pas dans le doute de dire on fait rien. Mais d'un point de vue de Sirius ou du point de vue d'un Européen qui est plus loin, voilà, est-ce que pour vous, l'Iran utiliserait la bombe ou c'est plus incertain ? La bombe nucléaire ? Oui. Non, pas forcément. Non. Je pense que les Iraniens sont aussi rationnels que les autres. On n'est pas sur Kim Jong-un, etc. Non, en fait, je pense véritablement que ça serait son assurance vie et qu'ils disent maintenant on arrête de rigoler. On est une puissance nucléaire, donc vous allez commencer à nous parler doucement. avec une voix mélodieuse, si vous voulez. Voilà. C'est ça en fait qu'ils cherchent. Et donc ça rétablit la puissance régionale qui a toujours été celle de l'Iran. C'est ça qu'ils cherchent. Et je pense pas du tout que ça en fera des. Ils vont pas vaporiser la moitié du Moyen-Orient, parce que s'ils vaporisent Israël, ils vaporisent la Syrie, la Jordanie et tout le monde. Ça n'a aucun sens. Moi, je n'en sais rien s'ils peuvent utiliser cette arme ou non, mais je pense que le risque est trop grand pour qu'on puisse leur laisser le bénéfice du doute. Et que donc, tout ce qui permet de mettre un coup d'arrêt au programme d'enrichissement nucléaire et donc de fabrication de la bombe par les Iraniens est nécessaire. Je ne vois pas en quoi, qu'est-ce qui peut justifier l'existence de la bombe atomique chez les Iraniens. Est-ce que, alors, à part, effectivement, le fait pour un régime de vouloir se défendre à tout prix. Et s'il veut se défendre à tout prix, en l'occurrence contre des attaques d'Israël, c'est sans doute qu'il est prêt à utiliser cette arme. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas prendre le risque. J'ai l'impression que la dissuasion nucléaire est essentielle dans toute la politique de la République islamique. Parce que si aujourd'hui ils sont en train de dire à tout le monde qu'ils ont peur, effectivement, enfin ils ne le disent pas, mais par rapport à leurs installations balistiques, c'est bien parce que ces installations balistiques et leur existence et le fait qu'ils puissent continuer à les produire, les protègent leurs installations nucléaires. C'est ça qu'ils veulent en premier. Ils mettent la priorité sur le balistique pour protéger leur possibilité de dissuasion nucléaire. Stéphane Goldin, là-dessus aussi ? C'est exactement ça. D'ailleurs, on a très bien vu que lors des négociations qui ont eu lieu à Oman, tout était focalisé sur la question nucléaire, sans vouloir d'ailleurs en débattre. Mais la question des missiles n'était pas du tout abordée. Or, comme vient de le dire Anne Nibar, oui, concrètement, la question des missiles est là pour protéger la question nucléaire. Et c'est une sorte de défense avancée pour eux, parce que c'est vrai que l'importance pour eux, c'est justement cette dissuasion qui doit se faire, non pas simplement par rapport à Israël, mais elle se doit se faire aussi par rapport aux pays sunnites. Parce que n'oublions pas aussi la rivalité entre les pays chiites et les pays sunnites dans cette affaire. Non, personne ne veut que ce régime se dote de l'arme nucléaire. Ça, c'est une problématique qui ne concerne pas qu'Israël. C'est une problématique, j'allais dire, qui concerne le monde. Et c'est pour ça que de 2013 à 2015, pendant 20 mois, de manière acharnée en format P5+1 à Vienne, la France, enfin tous les membres permanents du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, ont négocié avec les Iraniens sous l'égide de l'AIEA pour parvenir à un accord qui était solide et qui permettait, de manière vérifiable, justement, d'attester du fait qu'ils ne se dotaient pas, qu'ils n'étaient plus en train de se doter de l'arme nucléaire. Maintenant, Donald Trump a déchiré cela et il découvre que même avec des B2 et des GBU-57, qui sont les bombes conventionnelles les plus grosses au monde, on ne règle pas ce problème. Est-ce qu'il y a un axe entre Téhéran, Moscou et Pékin ? On sait que Pékin aide, c'est ce que dit Israël ce soir, Pékin aide puissamment l'armement iranien. Est-ce qu'il y a aussi un axe avec la Russie ? Est-ce qu'il y a un axe entre la Russie, l'Iran, ou est-ce que c'est un axe, disons, général, anti-américain, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus construit, d'après vous ? Il y a forcément un axe. Déjà, on a bien vu que les Shahed, comment ils ont aidé les Russes dans leur offensive. Donc, ils ont véritablement... Il y a une cohérence dans ce qu'ils font. Puis il y a une cohérence géographique. Je rappelle que quand même, l'Iran, c'est juste au sud de l'ancien bloc soviétique. Et donc, d'abord, il y a une cohérence géographique. Et puis ensuite, il y a une cohérence dans la
l'axe, j'allais dire, du mal, entre guillemets. C'est l'entente des dictateurs, finalement, entre Poutine, entre Xi Jinping, entre le régime des Mollahs. Oui, vraisemblablement, il y a une cohérence, et puis il y a forcément une coopération industrielle. On a vu avec les Shahed, on dit que les Chinois boostent leur programme de missiles. Si on va encore plus loin, est-ce qu'il y a un petit reste, moi j'ai été frappé souvent des réactions politiques ici en France, un petit reste notamment au Quai d'Orsay de l'idée que c'est un contrepoids à la puissance américaine. Je dis pas pour autant que le Quai d'Orsay est pro-iranien, mais on voit par exemple ces paroles, oulala, intervenir, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un petit reste de gaullisme mal digéré, mal compris de certains nombres de gens qui disent, malgré tout, c'est bien que dans le monde, il n'y ait pas que la puissance américaine, qu'il y ait des contre-pouvoirs. Oui, mais on veut pas de cela. Ce réflexe existe. Pourquoi ? Parce qu'il permet à la France d'espérer jouer sa partition et d'avoir son rôle. Si nous ne sommes que une des puissances secondaires parmi d'autres dans la roue des États-Unis, on n'a plus rien à dire. Donc effectivement, c'est ce qui explique par exemple la position de la France par rapport à Israël. Et on se souvient des conférences de presse du général de Gaulle regrettant le caractère belliqueux que pouvait avoir le gouvernement israélien. Donc oui, ce risque-là existe. Cela dit, je pense qu'il faut faire attention. Nous avons les mêmes adversaires. C'est-à-dire que vous parliez de la Chine. La Chine n'est pas un adversaire, c'est pas un ennemi militaire. Elle ne menace pas la France. En revanche, d'un point de vue économique, ils sont en train de nous écraser. Et donc là, pour le coup, je pense que on a raison d'être sur nos gardes. À ce chapitre, regardez, ce sont les exercices Orion qui sont lancés, qui sont des exercices de très très grande envergure face à la Russie. Et là, on est cette fois on est beaucoup plus à l'ouest. À partir de ce dimanche, c'est aujourd'hui que ça commence, pendant près de 3 mois. Ça concerne 12 000 militaires français. Lancement d'un exercice de grande ampleur. Les armées françaises s'apprêtent à conduire pendant 3 mois, donc cet exercice majeur Orion 26. Là, 25 navires sont engagés. Le porte-avions Charles de Gaulle, monsieur. La France a franchi le détroit de Gibraltar parce que ça va manœuvrer au large des côtes françaises, oui. Robert Badinter disait qu'il y avait une certaine manière de dire la France. Qui s'était perdue après 1945, qui était tombée le 10 mai 40. Mais il fallait encore dire la France en s'allongeant. Voilà. Là, c'est la France qui est là avec le Charles de Gaulle. 140 avions et hélicoptères, 1200 drones de tout type seront engagés. On a l'impression que peut-être pour la première fois, vraiment, il y a un changement d'échelle. Là, il y a un changement d'échelle parce que ce genre de grande manœuvre, on n'en fait plus depuis des années. Moi, je rappelle toujours, ça fait rire tout le monde, mais que ma dernière grande manœuvre, c'est 1988. Donc voilà, j'étais lieutenant. Et après, on est parti sur les conflits post-URSS, et c'était les Balkans, c'était l'Afrique, l'Afghanistan, etc. Et là, on change d'échelle parce qu'il y a une opération vraiment de très très grande ampleur interarmée. Alors quand vous dites 12 500, 140 avions, c'est 24 nations, c'est pas simplement la France, c'est véritablement, il y a 25 navires, dont 24 nations, dont les Américains, donc c'est quand même extraordinaire, et les Émirats Arabes Unis, vous voyez, les Canadiens, etc. Donc ça dépasse très très largement une manœuvre française. Non, mais c'est sous commandement français. En avril, ça passe sous commandement de l'OTAN. Voilà, mais c'est une manœuvre finalement de l'OTAN. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pour la première fois, on réétudie les grosses opérations interalliées déjà et interarmées, c'est-à-dire les 3 composantes terre, marine, air, en y ajoutant les composantes cyber, espace, qui sont assez nouveaux, que nous dont on ne parlait pas dans ma jeunesse, etc. Et donc tout ça pour faire une grosse manœuvre et puis un petit peu tester nos dispositifs, nos capacités logistiques, notre capacité à agir ensemble, nos procédures d'interopérabilité, etc. Vous connaissez nous autres petits journalistes, on a nos travers, on voit l'histoire partout, on dit historique, c'est le lieu commun le plus banal. Ouais. Mais là, on a l'impression que vraiment, on entre dans le retour de la guerre froide. C'est sous nos yeux. Pas que ça, le retour de la guerre à haute intensité interétatique. Et d'où cette dimension, j'allais dire, pléthorique, qui est très impressionnante. Il y a une dimension supplémentaire et qui est tragiquement inspirée par ce qu'on commande quasi quotidiennement, c'est la situation en Ukraine, où l'armée française, mais pas seulement, et leurs homologues, réalisent également l'importance de l'implication du tissu, j'allais dire, civil. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que de personnes en uniforme, d'armes, de véhicules blindés, etc. Mais c'est de permettre à des civils également, le réseau sanitaire, hospitalier et autres, de participer pleinement afin de faire comprendre que la défense, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pas que l'affaire de ces personnes. Les vieilles ficelles de la guerre froide, on disait les rouges, les verts, etc. pour pas avoir d'emmerdement en bon français. Les grandes manœuvres débuteront donc ce dimanche 8 par le déploiement de troupes en coalition depuis la façade atlantique via des opérations amphibies et aéroportées en soutien
soutien à un État partenaire fictif baptisé l'Arlande. L'Irlande, aux prises avec les pays baltes éventuellement, vous voyez, aux prises avec un voisin expansionniste situé plus à l'est. Tiens donc. Très original. Là, vous êtes dans les pays baltes et vous apprenez à faire des opérations en Sibie. Il y aura la 9e brigade d'infanterie. Alors attendez, marine. l'Irlande, c'est qui alors l'Irlande? Faites-nous c'est à clé, comme on disait des romans. Le décryptage. Voilà. Le décryptage. L'Irlande, ça peut être qui? Ça peut être le Kurland. Vous voyez, donc Kurland, on est déjà beaucoup plus dans les pays baltes, etc. Il y avait un duché de Kurland, me semble-t-il, dans le temps. Donc c'est les pays baltes. Ah ben là, je pense que c'est les pays baltes. C'est les pays baltes. Je vois pas ce que ça peut être autre chose que les pays baltes. D'accord. Puisque dedans, il y a une opération aéroportée, il y a une opération amphibie avec la 9e brigade d'infanterie de marine, avec la 11e BP qui est aéroportée. Il y a la 4e brigade aéromobile également, c'est les hélicoptères qui est impliquée, etc. Et ensuite, ça se terminera avec la 2e brigade blindée qui fera un exercice terrestre avec les chars. Regardez cette carte où on voit, alors il y a les belligérants alors là, tous les noms sont évidemment extraordinaires. Il y a, alors je sais pas si on peut j'ai toujours grossir connu un peu. ces mots-là, moi, oui. Voilà, il y a les pays partenaires et les pays hostiles. Alors Royaume-Uni, France, bon voilà. Et puis ça, ce sont les noms des expliquez-nous ça, Gallagher Fenwick. C'est j'allais dire une euphémisation d'une situation qui pourrait très bientôt être très réelle. Je rappelle que le ministre allemand de la Défense a dit: nous avons peut-être vécu notre dernier été en paix. Donc pour ne pas sureffrayer les populations, on donne des noms tirés d'Astérix et Obélix ou sortis d'un imaginaire, mais pour reproduire des situations qui demain pourraient être très réelles. Et voilà, chacun jugera de la pertinence des choix qui ont été faits entre hostiles, inconnus, alliés et partenaires. Il y a une tragédie de Richelieu que je vous recommande, très méconnue, qui s'appelle Europe, qu'il avait écrite lui-même, avec ses Francions, la France, les autres je me rappelle pas. Mais enfin c'est très ennuyeux. Pour être franc, on s'endort très bien avec ça, mais enfin c'est très intéressant. Moi j'ai connu des exercices comme ça toute ma vie. La différence, c'est qu'on les faisait plus que sur carte. Et alors, avec des noms exotiques, etc. On torturait les cartes de géographie pour que ça donne un truc cohérent. Moi, j'en ai fait plein, mais c'était sur carte. La vraie différence, c'est qu'on revient avec des milliers de troupes pour simuler un combat de haute intensité. Et donc ça, c'est véritablement intéressant. C'est un vrai changement de portage par rapport à ce qu'on a fait au cours des 30 dernières années. Guillaume ? Oui, moi quand je regarde cette carte qu'on voyait à l'instant à l'écran, je m'inquiète parce que je m'aperçois qu'une partie de la région en Nouvelle-Aquitaine est passée à l'ennemi. Les indépendantistes c'est vrai. Ce sont les Anglais. Ouais. Jusqu'à Castillon-la-Bataille, 1453, Bordeaux était anglaise. François Bayrou n'est pas loin, il organisera la résistance. Sophia Amara. Oui, en tout cas, ce que ça renvoie aussi, c'est vraiment la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'après l'effondrement de l'URSS, on a quand même assisté à des conflits de basse intensité ou alors des conflits contre des entités non étatiques. C'est ce que Bertrand Badi appelle dans son livre qui est magnifique, La diplomatie et l'intrus. Ces intrus qui s'immiscent entre les États, ça peut être des organisations terroristes comme on a vu avec l'État islamique ou autre. Là, aujourd'hui, on revient à un type plus classique de conflit et donc qui justifie que finalement, les Européens se remettent à reconstruire, à être opérationnels en cas de conflit majeur, autre que ces petits conflits qui sont allés mener dans le Sahel ou en Irak ou ailleurs. Est-ce qu'il y a une peur de nous-mêmes aussi, c'est-à-dire le fait qu'on soit obsédé à ce point-là sur les pays baltes, c'est qu'on sait très bien que gros, l'Europe se battra pour l'Allemagne. L'Europe se battra pour l'Allemagne, mais que l'Europe se batte pour les pays baltes, il y a un peu plus de doutes, disons les choses. Il y a plus de doutes que pour l'Allemagne ou pour l'Italie ou pour... Je ne crois pas, parce que les pays baltes sont au sein de l'UE. L'article 42.7 est tout à fait de l'UE, est absolument net, c'est-à-dire qu'il y a un engagement automatique des forces de l'UE dans le cas où un pays de l'UE est attaqué. Et c'est bien plus contraignant que l'article 5 de l'OTAN. Ça, c'est dans un monde où on applique encore ce qui est prévu dans les traités. Je crois que malheureusement, dans ce qui est formulé et ce qu'on vit en ce moment, c'est que la plupart de ce qui a été écrit est désormais perçu comme étant caduc, obsolète et non engageant ou contraignant. Je note que l'Arnland, donc la France, on aurait perdu un bout de notre territoire qui serait devenu hostile. Et on n'a pas fait usage, je ne sais pas le scénario qui est prévu,
d'armes non conventionnelles. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on récupère un bout de notre territoire. C'est quand même un scénario qui est extrêmement aigu, si je peux me permettre, sans avoir eu recours à... Voilà, on a parlé beaucoup de la dissuasion. Rappelez-vous, c'est pas la France. Giscard avait beaucoup choqué en disant... Et c'est ça qu'il faut l'Irlande. Oui, non, mais bien sûr. Mais moi, j'en ai fait regardez plein. Des fois, le pays ami, c'était l'Espagne, etc. Puis nous, la France, c'était un pays en rouge. Ça, il faut absolument pas voir que c'est la France, etc. C'est un scénario. Ça y ressemble quand même, franchement. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est un scénario qui est. Je salue notre de la mauvaise foi, qui est admirable, mais enfin, quand même, là, c'est difficile. Non, mais regardez. Non, mais franchement, on a l'impression que... Les ennemis commencent à la Suisse. Donc, ah, mais quand savez-vous? Attention, hein. Moi, je suis absolument d'accord. Moi, je suis bourguignon. Alors, si vous voulez, la bataille de Morat, je m'en souviens encore. Guillaume Roquette, là, je vous pose la même question. Hein. En réalité, le scénario balte, on voit à quel point il est obsessionnel parce que, voilà, on est là à la limite. On voit qu'aujourd'hui, par exemple, l'Europe ne prétend plus reconquérir le Donbass par les armes, ce qui est un peu étrange. Oui, mais le Donbass ne fait partie ni de l'OTAN, ni de l'Union européenne, contrairement aux pays baltes. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est un petit peu un changement culturel, y compris pour les citoyens français. Je pense qu'il y a 2 ans, peut-être pas 2 ans, mais 4 ans, peu de gens savaient où étaient les pays baltes et sans doute aussi l'Ukraine. Et donc, il a fallu faire comprendre aux Français qu'il y avait, 1, une menace, 2, une obligation de solidarité. Et ce genre de manœuvres, c'est aussi une démarche politique. C'est-à-dire que c'est d'essayer de faire comprendre aux citoyens français qu'on doit aussi aller se battre pour ces gens-là, peut-être. Vous disiez, les Américains en sont. Est-ce que la donne est en train de changer? Est-ce que là, ce qui se passe au Proche-Orient rapproche les Américains de nous? Regardez cette carte, on y revient. Le fait que les avions américains, les C-5, les C-17, etc., passent par la base de Ramstein. Est-ce que les Allemands en particulier sont en train de se dire, au fond, notre protecteur américain est quand même bien là, il a besoin de nous, c'est réciproque, les choses vont mieux qu'on ne le pensait. Il se passe quelque chose. La Welt am Sonntag, le journal, se félicite de ce que le plus haut gradé de l'armée allemande, l'inspecteur général Carsten Breuer, vous le connaissez? Oui, bien sûr, oui. Voilà, regardez là, le snobisme de... Oui, non, il était attaché de défense, à l'époque il était 3 étoiles. Nous avons bu des bières à Berlin. Il était général de division et maintenant il est chef des armées, oui, chef d'état-major des armées, oui, voilà. J'ai bien connu, oui. Et la presse allemande, visiblement, est très satisfaite du fait que le scénario semble prêt, qu'il prenne la tête du comité militaire de l'OTAN. Alors, c'est pas le commandant suprême, c'est toujours un Américain. Mais les États-Unis semblent vouloir confier une plus grande responsabilité à l'Allemagne au sein de l'Alliance. Effectivement, est-ce qu'on a le scénario, au fond, des États-Unis plus présents et plus attachés à l'Europe qu'on ne le pensait? Alors peut-être dans ce scénario-là, moi j'étais surpris de voir que les Américains participaient. Ça veut dire qu'ils gardent un intérêt à cette affaire-là, mais ils gardent aussi un œil sur leurs alliés, peut-être aussi pour pas qu'ils s'émancipent trop, et qu'ils s'émancipent trop, et voilà, ça permet de les tenir et de voir un petit peu ce qu'ils font, parce que je rappelle que malgré l'attachement à ce qu'on soit beaucoup plus autonome, moi dans toute ma carrière militaire, je n'ai jamais vu des Américains qui essayaient de saucissonner en 27 ou en 28 avant pour éviter qu'on devienne une force militaire crédible au sein de l'OTAN. Donc voilà, j'ai quand même des doutes sur la sincérité américaine dans cette affaire-là, surtout quand on connaît Donald Trump. Disons les choses, est-ce que les Allemands sont contents malgré tout d'être un peu vassaux, même très vassaux, mais très protégés par les Américains? Ce sont des vassaux heureux. Donc oui, je pense qu'ils sont contents. Non, c'est une vassalisation consentie. Après, vous faisiez référence à une sorte de rupture entre les États-Unis et l'Europe. En fait, Donald Trump n'arrête pas de parler de ses origines, qui sont germano-écossaises. Ils sont culturellement, je parle de cette Maison-Blanche, très attachés à l'Europe. En revanche, là où il y a rupture, c'est sur le plan militaire. Donald Trump déteste l'OTAN, ça n'a un secret pour personne, et il estime que cette présence militaire, elle est coûteuse, et ça c'est Exeth lui-même qui le dit, c'est dit dans le document de la stratégie de sécurité nationale et la stratégie de défense, que la priorité c'est de gérer la relation avec la Chine. Oui, mais peut-être pour autant que Trump s'aperçoit qu'avoir des bases en Europe, c'est pas mal. Ça permet de faire poser les avions, ça permet aussi de stocker du matériel suffisamment loin des champs de bataille éventuels pour qu'ils soient bien à l'abri. Et il est possible que avec ce conflit iranien,
Trump se rende compte que le monde c'est compliqué et que bien sûr il y a la zone d'influence naturelle des États-Unis, ce qu'ils appellent leur hémisphère occidental, c'est-à-dire les Amériques, mais que parfois les États-Unis ont besoin de se projeter un peu plus loin. La domination, ils se sont retirés d'où les Américains? De l'Afghanistan. Et dans quelles conditions, on se souvient? D'Irak, vraiment. Chaque fois, c'était une catastrophe. Oui, enfin, ils se sont retirés, c'est-à-dire les troupes qui combattaient pendant après la chute. En Irak, Après, ils ont surtout rien obtenu. Le Vietnam, ils ont été forcés. non mais bien sûr. Forcés. Non, mais volontairement. De où les Américains se sont retirés? De Libye. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Afghanistan. Il n'y a pas grand-chose. Quand vous regardez la carte mondiale des bases américaines, quand ils sont installés... Ils ont tendance à rester, c'est ce que vous dites. Et de la France, Darius. Ah oui, forcé aussi. Par oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand on leur a demandé de se barrer, ils se sont barrés. Voilà. Vous voyez, regardez, les combattants vietnamiens de Général de Gaulle. Voilà, les deux références. Oui, Général de Gaulle, vous le dites, j'avais dit. C'est la guerre. Vous qui êtes américain, vous aimez nous vassaliser? Non, alors non, pas du tout. Je pense que l'histoire entre la France et les États-Unis, on l'a souvent dit, c'est une très belle histoire. C'est une histoire d'amour. Mais non, mais c'est une histoire d'amitié. Il va nous sortir Lafayette là. Les Américains, quand ils nous tapent comme ça dans le dos, il y a toujours un moment où ils disent, et puis Lafayette, vous savez... il a sa statue quand même devant la Maison Blanche. Le parc devant la Maison Blanche lui est dédié. Il porte son nom. Et à Washington DC, c'est empreint de France partout. Le comte de Rochambeau, le marquis de Lafayette sont des personnages très importants. Il y a au moins 10 villes qui s'appellent Lafayetteville. Bien sûr. Très important. Et la France fait partie, j'allais dire, des grandes ou des moyennes puissances avec lesquelles les États-Unis n'ont jamais été en guerre. Quand vous regardez tous les pays qui ont été en guerre avec les États-Unis, il y en a beaucoup. La France, à part la quasi-guerre, n'a jamais été en guerre avec les États-Unis. Ils pensent qu'on est encore des joueurs globaux, c'est-à-dire des global players. Ça ils nous l'ont dit. Qu'on a l'arme nucléaire. Ils nous le disent assez régulièrement. C'est-à-dire que dans la capacité de déjà verser le sang, ça c'est quelque chose qu'ils respectent, ils le respectent, et dans notre spectre qui est échantillonnaire, mais qui est à peu près complet, avec une politique, une stratégie mondiale, ça ils le respectent infiniment. Et on n'est pas beaucoup de nations au monde qui ont qui sont encore capables d'avoir une vision comme ça. Pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, toutes les principales informations que nous avons reçues, en particulier le fait que ce soir, c'est Israël qui pousserait Trump à frapper en Iran. Il y a une réunion très importante mercredi entre Trump et Netanyahou. Trump omniprésent et Trump contesté à l'intérieur ou soutenu. Regardez, on va entendre les deux dans le camp des artistes. Les choses bougent, et d'artistes sportifs, intellectuels, etc. Est-ce le skieur qui s'exprimait dans le cadre des Jeux Olympiques? Alors lui, c'est le camp très anti-Trump. Je pense que représenter les États-Unis en ce moment suscite des sentiments mitigés. C'est un peu difficile. Il se passe évidemment beaucoup de choses qui ne me plaisent pas beaucoup, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Voilà, vous connaissez Donald Trump, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, il y a d'autres qui auraient fait silence. Trump réagit évidemment et vertement. Alors, Hunter S., un vrai raté, affirme ne pas représenter son pays aux Jeux Olympiques d'hiver. Si c'est le cas, il n'aurait jamais dû tenter sa chance et c'est vraiment dommage qu'il en fasse partie. Loser. Il a intérêt à être bon. Je ne sais pas quelles vont être ses performances, mais c'est la pression est énorme. C'est moins de 24 heures après avoir posté une image raciste. Sur laquelle on devrait quand même s'arrêter quand vous êtes américain, que vous aimiez ou non les Obama, que vous ayez voté ou non pour eux, que le président des États-Unis poste et laisse pendant 12 heures sur son compte une image de grimé en singe. Moi je pense à tous ces papas, tous ces mamans, mais pas que noirs américains, qui élèvent des enfants et qui leur expliquent le principe de l'égalité, de la dignité, les différentes phases par lesquelles ce pays est passé. Je parlais de l'histoire tout à l'heure, je ne vais pas la rappeler ici. La Maison-Blanche l'a retirée, soyons honnêtes aussi. Oui, mais Donald Trump a dit, je regrette rien, il a dit. Est-ce qu'on élimine le racisme par un clic? Vous êtes très actif sur Twitter, vous mettez un contenu comme ça, vous le laissez pendant 12 heures, et parce que vous le dépostez, ça vaut blanchiment, c'est pas grave. Et je rappelle que Donald Trump, très rapidement, dans les années 70, il est connu pour avoir refusé de louer ses biens immobiliers à des Noirs. Ensuite, il prend une pleine page dans un grand quotidien américain pour faire condamner à mort 5 jeunes Afro-Américains accusés, à tort, d'avoir violé et tué une joggeuse à Central Park. Même une fois qu'ils sont exonérés, il continue de demander qu'ils soient condamnés. Il a parlé de pays africains comme étant des pays de M. 3 petits points. Il accuse les immigrés, je cite, de polluer le sang des Américains. On a un président raciste. On vit un moment de régression. Ça n'est pas une sortie de route, c'est la route, ce poste.
C'est le chemin, c'est pas un écart. Quel sera, qu'on soit dans le camp des pros ou des anti-Trump, le rôle de ces artistes, de ces sportifs, etc. Regardez, il y a cette société-là se divise. Alors il y a Est, le skieur qu'on a vu tout à l'heure, voilà, le sportif. Il y a Bad Bunny. Alors là, notre chef d'édition Mélina Zapotini est une grande fan de Bad Bunny. Donc j'ai gaffé tout à l'heure, j'ai dit est-ce qu'il est de la famille de Bugs Bunny parce que je connaissais pas. Elle a dit se moquer de vous, là, Mélina. Je pense. Elle a raison, mais c'est une très grande star, évidemment. Vous connaissez Bad Bunny ? Ouais, évidemment. Non, je ne sais pas absolument pas qui c'est. Alors, regardez, il est là, Bad Bunny, et effectivement, c'est juste l'artiste le plus streamé au monde. Voilà. C'est 19 milliards de Allez-y, humiliez-moi. Non, mais c'est surtout le premier portoricain à être choisi pour le spectacle planétaire du Super Bowl. C'est ça qui est en train de se passer. Alors qu'il est anti-ICE, anti-Trump, il critique la politique migratoire américaine, etc. Et d'ailleurs, Trump, du coup, est très vexé et il ne se rend pas au Super Bowl. Enfin, c'est pas ce qu'il dit, évidemment, il ne l'avouera jamais. C'est le genre d'homme qui n'avoue jamais ce genre de choses. Non. Mais il s'y rendait précédemment. Donc là, il a dit non, mais c'est trop loin, je suis occupé, etc. Et ça le gêne que ce soit cet artiste-là, précisément, qui est portoricain, qui a été choisi pour cette finale. George Clooney, évidemment, beaucoup d'autres. Dans l'autre camp, parce que Trump a aussi ses partisans, notamment Nicki Minaj. Vous connaissez Nicki Minaj, Guillaume Roquette ? Non. Vous êtes méchant avec Guillaume Roquette, là. Nicki Minaj. Et vous non plus, d'ailleurs, à mon avis. C'était une reconnaissance nouvelle, voilà. Ne cherchez pas. Voilà, c'est comme ça. Elle est trinidadienne. Trinidad. Voilà. Écoutez, regardez cette scène qui est hallucinante. Elle est pro-Trump. Elle est tout à fait pro-Trump. Et la voilà qui danse. Je ne sais pas si on peut pousser le son. Elle danse avec Scott Bessent, qui est vraiment pas un tendre. C'est notamment un des plus anti-européens de la bande. Elle danse avec Scott Bessent. Et regardez Scott Bessent qui ondule, si j'ose dire. Je ne sais pas si c'est le genre de Scott Bessent, le secrétaire au Trésor. Mais... non, mais je bois vos paroles, Darius. Il ne faut pas préjuger des goûts musicaux de Scott Bessent. C'est peut-être les goûts réels de Scott Bessent. Mais il y a la musique et il y a les valeurs, ce que ces artistes souhaitent incarner. Elle soutient donc évidemment fortement Trump, de même que Tyson, de même que Stallone et quelques autres. Écoutez Nicki Minaj. Je dirais que je suis probablement la première fan du président. Et cela ne changera pas. La haine ou ce que les gens disent, cela ne me touche pas du tout. En fait, cela m'incite à le soutenir encore plus. Il est content. Est-ce que ça marche ? Question, alors, une vieille question comme le monde, est-ce que ça marche, ces soutiens ou ces oppositions d'artistes Le meilleur exemple, c'est Beyoncé qui soutient Kamala Harris. Et là, les gens se sont dit, regardez le nombre de followers, on passait tous le nombre de followers qu'elle a, ne serait-ce que sur Instagram, centaines de millions. Et maintenant, vous avez la réponse à votre question. Donc, vous créez un écosystème, vous créez de l'influence, comme on dit en mauvais jargon, du nudge, vous poussez un tout petit peu les gens avec cette saveur. Mais est-ce que ça permet de faire la différence ? Est-ce que c'est décisif ? Non. Mais en revanche, ça reste quand même important qu'ils s'expriment et qu'ils se positionnent dans un moment aussi grave de l'histoire du pays. Moi, je suis assez d'accord parce que on a bien vu qu'Hollywood a pris quand même parti contre Donald Trump de manière assez massive. De Niro, et Stallone, Stallone, Darius l'a dit. Voilà, et en fait, ça n'a rien changé au résultat final des élections. Donc, je crois effectivement que c'est, il y a un côté un peu fun, mais on s'aperçoit qu'ils ne font pas la politique aux États-Unis. Ça, c'est sûr. Mais j'irais même beaucoup d'ailleurs. Je pense que c'est probablement comme en France, c'est-à-dire que c'est tous ces artistes, toutes ces vedettes, en général très riches, elles incarnent l'élite aux yeux de l'électorat d'hommes comme Donald Trump. Et donc, au contraire, les avoir contre soi, c'était même un atout. D'ailleurs, Trump ne se cachait pas de l'utiliser pendant la campagne en disant, regardez, ils sont tous contre moi, c'est parce que je suis avec vous. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, pendant que Bad Bunny va se produire, la veuve de Charlie Kirk organise en fait un contre-concert avec Kid Rock, qui est l'un des artistes qui s'est produit aux côtés de Donald Trump, notamment pendant la dernière convention républicaine. Ce qui est intéressant avec Bad Bunny, c'est que c'est quand même la NFL qui l'a choisi. Et la NFL, c'est une organisation quand même très conservatrice et qui n'a qu'un seul intérêt, c'est ses intérêts. Donc c'est l'argent, et quelque part, la NFL a davantage besoin
de Bad Bunny que Bad Bunny n'a besoin de la NFL. Et l'histoire que ça raconte, qu'est-ce qu'il nous dit à Trump, à nous Européens? Qu'on est en danger d'effacement civilisationnel. Pourquoi est-ce que vous croyez que la NFL ait choisi Bad Bunny, qui va chanter uniquement en espagnol et qui est portoricain et qui ne chante alors que sur Porto Rico? Ce serait exagéré, mais c'est la célébration de l'idée, de l'identité portoricaine, colonie des États-Unis. Ils sont passeport américain, ils n'ont pas le droit de voter à la présidentielle, ils n'ont pas de représentation au Congrès. Et c'est lui que la NFL a choisi, et c'est ça évidemment qui irrite profondément. Allez écouter tout le monde, à la fois Nicki Minaj, Bad Bunny, etc. Chacun se fera ses goûts musicaux. Voilà. Vous avez compris, Guy Branquet? Oui, j'ai compris. Je vais dès la fin de l'émission. Merci beaucoup à vous sur ce plateau, à vous de nous avoir suivis, à toute l'équipe qui a préparé cette émission. Évidemment, l'information continue sur LCI.